Alors, merci Adam Kablan, merci pour les likes, merci pour les likes. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de comment reprendre le contrôle de tes finances, ok? Et puis, pourquoi est-ce que, voilà, j'ai voulu faire ce live-là? Tout simplement parce que la majorité de vous qui allez regarder cette vidéo-là, la majorité d'entre vous, vous vivez au-dessus de vos moyens. Donc, quand je parle de la majorité, là, moi-même, je suis dedans, hein. C'est-à-dire, je ne me mets pas hors de ça. Voilà. Donc, on peut dire, la majorité d'entre nous vivons au-dessus de nos moyens. Donc, comment reprendre le contrôle de nos finances? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire pour déjà savoir à quel niveau tu es dans cette histoire de vivre au-dessus de tes moyens là. Parce qu'il est important, parce que si au moins tu sais à quel niveau tu es, ça te permet de reprendre le contrôle. Parce que si tu sais à quel niveau de déficit tu es, ça te permet de savoir comment tu peux faire, quelle stratégie tu peux mettre en place pour essayer de te remettre à niveau et voilà, passer à autre chose. Parce que rappelez-vous, quand on travaille là, comme je dis toujours, comme on dit à Nushi, quand on travaille, c'est pour payer mouton, c'est pas pour devenir mouton. Donc si tu dois passer tout ton temps en train de travailler, et puis tout le travail que tu fais là, tu es en train de prendre cet argent-là pour donner à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de rester esclave. Tu es en train de travailler pour devenir mouton, alors que tu dois travailler pour payer mouton. Donc, le but de ce live aujourd'hui, là, ça va être de t'aider à pouvoir savoir, en fait, te donner les outils qu'il te faut pour savoir, voici à quel niveau je suis. Et puis, comment je peux faire pour me relancer. Donc, on va parler de business, on va parler de... Voilà, donc tout ça va être un truc mélangé. Voilà. Endetté même, voilà. Tu vois un peu, non? Parce que si tu vis au-dessus de tes moyens, ça veut dire que tu vis à crédit en réalité. Parce que le côté en dessus où tu vis là, comment tu finances ça? Tu finances ça à travers des dettes, tu finances ça à travers des stratégies, des Shaolin. Tu vois? Donc, c'est, voilà, quand je parle de reprendre le contrôle de ces finances là, c'est de ça. Parce que moi-même, j'ai fait ça ce matin en notant tous ces trucs-là. Et c'est là que je me suis dit, si moi-même j'arrive à voir ça là, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais pensé à ça. Il y a des gens aussi qui ont peur de faire face à leur réalité financière. Alors que c'est quelque chose que tu ne peux pas fuir tout le temps. À un moment donné là, il faudrait que tu t'arrêtes et puis vous regardez face à face. Et puis maintenant, parce que vous êtes face à face, vous allez vous parler les vérités et puis avancer. Voilà, parce que tu ne peux pas passer ton temps à toujours fuir ta réalité parce que ça va te rattraper un jour. Donc, puisque tu sais que ça va te rattraper un jour, pourquoi tu ne t'arrêtes pas maintenant, faire face à ça, trouver des solutions et te permettre d'avancer. Donc, n'oubliez pas de partager pour qu'on ait au moins, si on a au moins 5 personnes ou 10 personnes, on pourra voilà, commencer le live. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre la musique en attendant que voilà. Regarde, lorsque je dis encore, lorsque nous travaillons, on travaille parce qu'on veut payer un mouton un jour. Ok? Ça veut dire quoi? On ne travaille pas pour devenir mouton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille dans le but de pouvoir générer des revenus qui vont nous permettre de nous tenir dans le temps, de nous permettre de pouvoir réaliser nos projets, de pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire. En un mot, on travaille normalement pour avoir une certaine liberté. Mais si lorsque tu travailles, c'est plus la liberté que tu as et que tu deviens plus esclave, je pense que pour ta santé mentale même, c'est pas bon. Ok? Parce que le travail, pour moi, c'est fait dans le... C'est-à-dire qu'on travaille parce qu'on aimerait être bien. On travaille parce qu'on aimerait créer des ressources qui vont nous permettre de pouvoir faire des choses. Donc, lorsque ton travail maintenant devient comme de l'esclavage, naturellement, tu ne peux plus être normal. C'est-à-dire que tu ne peux pas profiter de la vie. Alors, quand nous disons que nous devons reprendre contrôle de nos finances, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire de telle sorte que notre travail nous permette de nous épanouir. Mais pour que notre travail permette de nous épanouir, ça veut dire que ce que notre travail nous rapporte là devait être quelque chose qui nous donne de l'espoir. Si ce que ton travail t'apporte ne te donne pas de l'espoir, alors il y a un problème. Parce que ça veut dire que tu vas te lever tous les jours, aller travailler quelque part, sachant bien que toutes les heures que tu es en train de faire, tout l'effort que tu es en train de faire, à la fin de la journée, c'est pour être malheureux. Tu vois que tu ne peux pas être tranquille dans ta tête, tu ne peux pas être bien dans ta tête.
Ok? Alors que je suis convaincu que sur cette terre-là, on doit vivre pour vivre. On ne doit pas vivre pour survivre. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de prendre contrôle de nos finances. Mais comment tu prends contrôle de tes finances? Tu prends contrôle de tes finances à partir du moment où tu es, comme les Anglais disent, aware, c'est-à-dire où tu es conscient de ce qui, où tu es conscient de dans quoi tu es, n'est-ce pas? Alors, comment prendre conscience de ta position? Comment prendre conscience de l'endroit où tu es? Comment prendre conscience de ton environnement? Pour prendre conscience de ton environnement, c'est de pouvoir remarquer les choses. C'est de pouvoir évaluer les choses. C'est de pouvoir mettre un chiffre sur les choses. Surtout lorsqu'on parle d'argent. Parce que argent, c'est chiffres, ce sont des chiffres. Alors, pour que tu puisses prendre contrôle de tes finances, il est important pour toi de savoir ce que tu vaux financièrement. Je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire en anglais on dit, c'est important pour toi de connaître voilà, c'est-à-dire ce que tu vaux financièrement, pour être plus simple. Mais pour savoir ce que tu vaux financièrement, tu as besoin d'un exercice simple. Et cet exercice-là, pour le faire, tu as besoin de ceci, ton bic, et puis tu as besoin de papier. En plus de ces deux-là, tu as besoin de courage. Parce que lorsque toi-même tu travailles et que tu vois que tu vis de paye en paye, c'est-à-dire de chèque en chèque, toi-même tu sais qu'il y a un problème. Donc pour que tu prennes un bic et un papier, ça va te demander beaucoup de courage parce que ce que tu vas voir, ce que tu vas écrire là, toi-même tu sais que ça va te révolter. N'est-ce pas? Donc, étant donné que ça va te révolter, tu as besoin vraiment de courage pour faire face à ce que tu vas voir comme information. Excusez-moi, pendant que je suis en train de travailler en même temps. Ok? Tu dois faire face à cette réalité-là. Donc, quand tu prends ton bic et un papier et que tu prends le courage de te dire, je veux savoir ma position financière. Déjà, tu as déjà pris le contrôle. C'est-à-dire que si tu atteins ce niveau-là, tu as déjà pris le contrôle de toi-même déjà. Donc, parce que tu as déjà pris le contrôle de toi-même, après le moment où tu as pris un bic, un papier, le courage de t'asseoir pour écrire, là, ça veut dire que tu es déjà en bonne position pour reprendre le contrôle de tes finances. Si bien sûr ce sont tes finances qui t'embêtent. Et cet exercice-là, tu peux le faire dans d'autres choses, que ce soit dans le plan financier, que ce soit dans le plan de tes relations, ce que tu veux. Quelles que soient les choses qui te fatiguent, pour prendre contrôle de ces choses-là, c'est de les affronter en mettant un chiffre là-dessus, en mettant un visage là-dessus, en mettant quelque chose sur ce qui te fait peur là, pour que tu puisses mieux l'affronter. Alors lorsque tu as pris un bic, un papier, comme on parle de finances aujourd'hui, tu veux pouvoir noter toutes tes dépenses importantes. Parce que dans les dépenses que nous faisons, il y a d'autres qui sont des dépenses importantes, d'autres qui ne sont pas importantes. Il y a d'autres qui sont des dépenses qui sont vitales. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, tu es dans le problème. L'idéal pour toi, pour reprendre contrôle de tes finances, c'est d'écrire tout ce que tu dépenses dans le mois. C'est-à-dire, dans toutes les choses où ton argent va le mois, là, prends le courage d'écrire ça. Si tu veux aller plus loin même là, tu peux prendre 2 ou 3 mois même, si tu veux, pour essayer d'avoir une idée de ta position financière. C'est-à-dire que pendant une période, tu vas regarder chaque jour que tu te lèves, même si tu allais payer un bonbon, tu vas noter, j'ai payé un bonbon aujourd'hui, j'ai payé chaussures aujourd'hui. Tout ce que tu dépenses, tu écris. En faisant ça, ça va te donner une idée de dans quoi ton argent est parti. Parce que si tu travailles et que dès qu'on te paye ton argent, en même temps fini, tu dois attendre encore 20 jours, 30 jours avant ton prochain salaire pour pouvoir sauter. Ça veut dire que toi-même, tu sais qu'il y a quelque part où ton argent s'en va et tu as besoin de connaître ce coin-là. Tu as besoin de savoir où ton argent est en train de partir pour pouvoir vraiment affronter puis savoir où mon argent s'en va là. Est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Où mon argent s'en va là? Est-ce que c'est important pour moi que ça parte là-bas, etc., etc. Mais pour que tu puisses vraiment analyser, comprendre et décider sur comment tu utilises ton argent, ok? Il faudrait que tu puisses prendre le courage d'écrire.
Parce que écrit la champion, c'est un courage. Hein. Je vous donne un exemple. Hein. Je viens de faire une vidéo même où j'ai parlé de ça. J'ai décidé de faire cet exercice aujourd'hui. OK? Et j'ai noté, par exemple, dans mon cas, tout ce que je dépense par mois. OK? Peut-être qu'il y a d'autres que j'ai oubliés qui vont peut-être me revenir, je ne sais pas. Mais ce que j'ai noté ici, il y a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 lignes de dépenses que j'ai chaque mois ici. La première ligne de dépenses, c'est mon loyer. Chaque mois, je dois payer 650 pour mon loyer. Chaque mois, je dois payer des impôts d'habitation qui font 105 chaque mois. Je dois payer ma facture d'eau qui fait 50 chaque mois. Je dois payer mes assurances. Assurance vie, ok? Ben, j'ai 2 assurances vie qui me coûtent 29 tous les mois. Je dois payer le crédit auto que j'ai qui me fait 355 chaque mois. Je dois payer l'assurance, ok? Des 2 voitures à la maison pour moi et madame. Nos 2 assurances font 100 tous les mois. Je dois payer le carburant pour elle, sa voiture et moi, ma voiture. Ça doit me faire autour de 200. Parfois, ça dépasse. Ça dépend. Quand mon fils joue, que je dois aller voir ses matchs très loin. Voilà. Mais j'essaie de mettre, j'ai mis ça avec 200. Je sais que madame, elle ne consomme pas beaucoup. Elle, quand je fais son plein le mois de 75, elle est bonne pour le mois. Donc, moi, j'essaie à chaque fois de mettre 25 que tout de 20 litres de carburant. Donc, j'ai évalué le carburant à tout de 200 par mois. Chaque mois, je dois amener un peu à ma maman parce que nous, tous les enfants, chacun amène sa part. Donc, moi, je dois amener au moins 120. Et des mois où j'ai un peu plus d'argent, je peux augmenter un peu. Mais au moins 120. Il y a mon fils, chaque semaine, je dois lui donner 25 pour qu'il mange à l'école. Donc, à la fin du mois, ça fait 100. OK? Maintenant, carte de crédit. J'ai 3 cartes de crédit avec une carte de boutique. OK? C'est que je dois payer chaque mois pour maintenir le crédit, ça me fait 220. En plus de ça, je dois payer la taxe de la voiture par rapport, nous on appelle ça ici road tax, qui est peut-être vignette. Donc ça veut dire que chaque mois, j'ai besoin de 1945. Et ça me vient un truc que je n'ai pas mis dedans. Quand je vais chercher mon dernier fils à l'école tous les jours, je m'arrête à McDonald's. À chaque fois que je m'arrête, je lui achète un McDonald's qui fait plus de 3,80. Donc pendant, bon, ok, je vais le prendre combien de fois? Je vais lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 fois. Donc 3,80, si tu multiplies par 4, on est facilement vers les 14, hein, mais je n'ai pas mis ça dedans. Ok? Et bon, je n'ai pas mis payé, c'est quelque chose que je peux arrêter à tout moment, donc je n'ai pas calculé ça. Mais les sticks que je vous ai fixés tout à l'heure, ce sont les choses qu'on monte, on descend là. Chaque mois, il me faut faire ça. Chaque mois, il doit payer le loyer. Chaque mois, il doit payer impôt de maison. Chaque mois, il doit payer de l'eau. Chaque mois, il doit payer mon assurance de vie. Chaque mois, je dois payer pour la voiture. Chaque mois, voilà. Ça, ce sont des choses que je ne peux pas fuir. Après avoir calculé tout ça, ça me permet de comprendre qu'en réalité, Mohamed, ce que tu as besoin par mois, ok? Alors que ça, je n'ai même pas mis l'argent que tu dois mettre de côté pour investir. Parce que rappelez-vous, comme je dis toujours, on travaille pour payer mouton, pas pour devenir mouton. Donc déjà, vous avez vu que dans tout ce que j'ai mis là, je n'ai même pas mis ce que je dois mettre de côté par rapport à demain. Par rapport au moment où peut-être je serai dans des difficultés où je ne peux pas travailler, par exemple. Je n'ai même pas encore noté ça. Donc déjà, je vois que chaque mois, j'ai besoin de 1945. J'ai besoin de 1945, alors je me dis, bon, je gagne combien par mois? Ok? Donc j'essaie d'imaginer que je n'ai pas mon business que je gère. J'essaie d'imaginer seulement que je vais me baser sur mon travail seulement que je fais. Mon travail que je fais à la boulangerie, je travaille 3 jours la semaine. Et les 3 jours dans la semaine, parfois, il y a des moments où, si j'ai un collègue qui n'est pas là, on me dit de venir faire des heures supplémentaires. Donc, je peux travailler peut-être 4 jours, un truc comme ça. Donc, j'essaie d'évaluer combien je gagne à la boulangerie. À la boulangerie, je remarque que si je fais mon temps normal, qui est de travailler vendredi, qui est de travailler lundi, vendredi, dimanche, je vais gagner 1400. Et quand j'ai la chance d'avoir des heures supplémentaires, ça peut aller à 1600, 1700. Mais ce n'est pas tout le temps que j'ai des heures supplémentaires. Donc, je me mets à la fin du truc. C'est-à-dire, je me mets sur mes heures normales. Quand je fais mes heures normales, je gagne 1400. Je ne pense pas que ça dépasse ça. Mais vous voyez que j'ai besoin de 1945 tous les mois, alors que je gagne 1400. Donc, ça veut dire qu'avec ce que je gagne, comparé à ce que je dépense, je suis déjà en déficit de 545.
Donc, comment est-ce que je fais pour combler ces 545 là chaque mois? Si tu n'as pas d'autres revenus, ça veut dire que tu vas devoir t'endetter davantage encore pour pouvoir couvrir ce truc-là. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire tout le temps? Et parce qu'à un moment donné, là, ça va te rattraper. Tu peux sauter, 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 mais un moment va venir, tu vas être rattrapé. Donc, reprendre contrôle de tes finances, c'est anticiper sur le moment où ça va te rattraper, là. C'est la raison pour laquelle tu veux reprendre contrôle de tes finances en même temps. Sinon, si tu ne prends pas contrôle de tes finances, demain, là, tu vas regretter à tous les coups. Parce qu'un moment va venir, là, tu ne pourras plus travailler. Un moment peut arriver où tu peux tomber malade. Un moment peut arriver où une urgence peut venir mélanger tout ton programme. Il ne faut pas penser que tu es immunisé de ça. Toute personne qui vit là, tu dois toujours préparer qu'un jour va venir. Tu peux traverser un couloir difficile. Tu peux traverser un couloir difficile où tu peux peut-être perdre ton travail, par exemple. Tu peux traverser un couloir difficile où tes heures peuvent diminuer au travail. Tu peux traverser un couloir difficile où, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui te mélange. C'est la raison pour laquelle il est important pour toi. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un. C'est ta responsabilité de trouver le système pour reprendre le contrôle de tes finances. Parce que quand c'est gâté là, les gens vont seulement dire, oh, mon frère Yako, ça va aller. C'est tout ce qu'ils vont te dire. Ils ne vont pas faire plus que ça. La souffrance de ça là, le stress de ça là, c'est ta responsabilité. C'est toi qui vas subir ça. Les autres auront de la compassion pour toi. Parfois même là, ça va être de la compassion même hypocrite. Parfois, il y a des gens qui vont te dire, oh, mon frère Yako, au fond de leçon là, c'est très bien pour toi. Ça, c'est une réalité. Il faut vivre avec ça. C'est la raison pour laquelle je dis c'est ta responsabilité de reprendre contrôle de tes finances. Alors, quand tu as fini d'écrire ça, voilà, tu vois un peu, non? Solence, ça va aller. Quand tu as fini d'écrire ça, au moins ça te donne un plan de ta position financière. Tu sais exactement. Chaque mois, mon loyer. Chaque mois, il y a des cartes de crédit à payer. Chaque mois, il y a des temps à payer. Donc, ça te donne une information claire de ton niveau financier. Maintenant, tu sais. Mais qui a appelé beaucoup depuis là? Ah. Excusez-moi, c'est notre groupe de travail là qui appelle là. Bah, voilà, il ne faut pas m'embêter. Je ne suis pas au travail, je n'ai pas envie de parler de travail, ok? Donc, attendez, je suis là-bas. Ou m'amener un message. Donc, lorsque tu as pris le courage d'abord d'écrire tout ça, je veux qu'à ce moment précis là, tu t'applaudisses toi-même. Tu dois t'applaudir toi-même parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire face à cette réalité-là. Ce n'est pas tout le monde. Parce que les gens ont peur d'affronter la réalité. Et parce qu'ils ont peur d'affronter la réalité, ils restent toujours dans la fuite. Parce qu'ils ne veulent pas affronter la réalité des chiffres là. Donc toi qui vas pouvoir écrire ça, il faut que tu sois fier de toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Maintenant que tu as écrit toutes ces dépenses-là, que maintenant tu connais ta position, tu sais où tu es maintenant. C'est le moment, tu es dans la bonne position maintenant pour te positionner, pour te relancer. J'ai vu quelqu'un qui a mis ici, carte de crédit va me tuer. C'est normal. Si lorsque ce que tu gagnes avec ce que tu dépenses, il y a un déficit, c'est normal que tu t'appuies sur des crédits, c'est normal. Donc, il ne faut pas t'en vouloir. C'est normal que tu fasses ça. Mais maintenant, c'est de te dire comment je fais pour ne pas dépendre trop de ça. Ou comment je fais pour ne même plus dépendre de ça. Ça, c'est ton plus grand challenge, ça. Ok, les gars, excusez-moi, comme pendant que je travaille, pendant que je suis là, il y a des gens qui sont sur le marché qui m'amènent des informations que je dois avoir. Excusez-moi, ça ne va pas être long. Je dois juste valider quelque chose. Ok. Donc, dans ce cas-là, quelles sont les options que tu as? Les options que tu as d'abord, ça va être de te dire, étant donné que j'ai vu le niveau où je suis, bonjour grand frère, merci pour tes contenus YouTube, je ne regrette pas d'avoir. Ok. Merci, ouais, j'ai vu que tu t'es abonné, merci. Donc, tu as fait ton point. Comme dans moi, mon cas, je me rends compte que j'ai besoin chaque mois de 1945 et je remarque que je gagne entre 1400
qui est mon salaire normal, et 1600 si je fais des heures supplémentaires. Dans tous les cas, je suis en déficit. Donc, dans ce cas-là, je ne considère pas que j'ai un petit business à côté. J'essaie de me mettre dans le pire des cas. OK? Parce que ça, c'est la position de la majorité des gens. Ils n'ont pas un petit business à côté, ils n'ont que le travail. Donc, on va rester dans ce domaine-là. Et à partir de là, maintenant, on va développer maintenant les différentes. Donc, je vois que je suis en déficit. C'est-à-dire que chaque mois, je serai en déficit d'au moins 500. Un côté, c'est déjà bien, parce que ça me permet de savoir où je suis. Maintenant, je dois me poser la question. D'abord, le premier niveau pour pouvoir commencer à sortir de ce truc-là, ce n'est pas forcément de penser à aller travailler plus d'abord. Ça, c'est une erreur que tout le monde fait. Quand ils sont en déficit d'argent, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est est-ce que je peux aller travailler? Est-ce que je peux faire des heures supplémentaires? C'est parce que quand tu réfléchis comme ça, c'est parce que tu es paniqué. C'est pourquoi tu te dis, comme je suis en déficit de tel montant, est-ce que je peux trouver un travail quelque part pour pouvoir, pour pouvoir combler ce déficit-là? Ça, tu es en train de paniquer. OK? D'abord, comme je dis toujours, lorsque tu es dans une situation où tu penses que tu es en train de perdre le contrôle, la première des choses que tu dois faire, c'est de rester serein. Rester serein ne veut pas dire que tu es en train d'ignorer le problème que tu as. Rester serein juste te permet de pouvoir garder ton équilibre dans ta tête. Parce que quand tu commences à être paniqué, stressé, tu ne peux plus réfléchir correctement. Donc quand tu te retrouves dans une situation où tu as fait ton point comme ça, et que tu as vu ton déficit, la première des choses que je te demande, c'est de ne pas courir pour te dire, bon, comme j'ai vu un déficit de 500, est-ce qu'il n'y a pas un travail quelque part? Excusez-moi, Saïd. Yeah. Tu as vu, tu n'es pas dit de prier aujourd'hui, mais je vois que tu n'as pas prié. Hein? Ah, tu vois. Donc, la première des choses que tu fais, il ne faut pas d'abord réfléchir à aller chercher un autre travail directement. La première des choses que tu dois penser, c'est quand j'analyse mes dépenses là, est-ce qu'il y a des dépenses dedans qui ne sont pas tellement nécessaires pour moi? C'est cette question que tu dois te poser d'abord. Parmi toutes mes dépenses là, quelles sont les dépenses qui sont juste un luxe? Ça veut dire que c'est quelque chose, je peux me passer de ça. Tu te poses d'abord cette première question-là d'abord. Et quand tu te poses cette première question, ça va t'aider à analyser tes dépenses que tu as. Ça va te permettre de choisir. Moi, mon cas, comme ça, je vais voir le loyer. Est-ce que je peux me passer de mon loyer? Non. Si je me passe de mon loyer, mes enfants, ma famille va dormir dehors. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas toucher. Si je ne paye pas mes impôts sur les impôts de la maison, je peux me retrouver dans des difficultés aussi parce que si tu ne payes pas tes impôts, tu auras des problèmes avec le grand maître. Avec lui, tu veux l'éviter. Tu ne veux pas avoir de problème avec lui. N'est-ce pas? Voilà. Donc, lui aussi, je ne peux pas le toucher. Je continue. Tu t'en vas? Tu n'as pas prié, hein? Saïd? Mon petit là, maman. Ok. Tu vois que ta facture d'eau, si tu ne payes pas ta facture d'eau, il y a problème aussi. Donc, tu ne peux pas passer ça. Dans mon cas, je vois assurance. J'ai deux assurances. Une assurance vie et une assurance maladie, accident et vie en même temps. Est-ce que je vais me séparer de ça? Non, 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 non. Je préfère être assuré comme ça parce que je sais qu'à tout moment, c'est une fatalité qui peut arriver. Donc, si ça arrive, il faudrait qu'au moins ceux qui vont rester derrière moi, je fasse de telle sorte qu'ils ne souffrent pas trop. Au moins, l'assurance peut leur donner quelque chose qui va leur permettre de ne pas trop sentir mon absence. Donc, je ne peux pas me passer de ça. Maintenant, je vois que j'ai crédit de voiture ici, 355. Mais dans le même temps, je regarde que dans ma maison, on a 3 voitures. Mon fils a une voiture, ma femme a une voiture, moi-même j'ai une voiture. Donc, crédit de voiture, c'est quelque chose que je peux mettre une croix à côté pour me dire, lui, je peux le regarder. OK? Alors que quand on parle de voiture, on parle d'assurance de voiture. Donc ça aussi, si tout à l'heure je touche la voiture, je peux toucher l'assurance. Donc déjà, c'est des trucs qui vont partir. Et je vois carburant. Si j'arrive à enlever la voiture, si peut-être la voiture ne fait plus partie de mes dépenses, ça va me faire épargner en carburant, ça va me faire épargner en assurance. Donc, dans ce cas-là, la voiture devient un luxe.
dans le luxe là. Lorsque c'est chaud, lorsque tu es en galère, tu ne veux pas vivre dans le luxe. Lorsque tu es en galère, le luxe là, ça devient luxe. À cause on appelle ça luxe. Donc dans ce cas-là, je me dis, voilà. Bon, électricité, gaz, dans moi, mon cas, ça n'est pas dans mon métier parce que c'est ma femme qui s'occupe de ça. Là, dans ce cas, j'ai regardé, c'est que moi, je m'occupe de ça. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais dans ton cas, s'il y a gaz, électricité, c'est toi qui payes tout ça. Tu écris tout ça. OK? Donc, vois-tu, lui, je vois que c'est quelque chose qui est un luxe pour moi. Donc, lui, il est dans ma ligne de mire. Je continue. L'argent que j'amène à ma mère, je dois lui amener ça parce que c'est un engagement. Voilà. Je ne peux pas enlever ça. Parce que je peux peut-être diminuer ça, mais je ne peux pas couper ça. OK? Donc ça, je peux mettre une petite croix à côté. Parce que lui, je peux travailler là-dessus. Parce que si tout à l'heure, j'appelle ma mère pour dire, écoute, maman, je traverse des difficultés. Vraiment, ce que je t'amène, ça va être un peu difficile pour moi. Elle va être la première personne à me comprendre. Donc, elle, je peux mettre une petite croix à côté. Mais je ne pense pas, d'abord, a priori, je ne veux pas toucher ça. Mais je sais que si je dis à ma mère, écoute, maman, c'est chaud, elle va me dire, mon fils, t'inquiète, gère-toi, après on va chez eux. OK? Ça, c'est la force des mamans, ça. Je vois que mon fils ici, chaque mois, chaque semaine, je lui donne 25 pour qu'il mange à l'école. OK? Peut-être lui, je peux lui dire, petit, c'est un peu chaud. Au lieu de donner 25 par mois, là, peut-être que, est-ce que tu peux pas, par semaine, est-ce que tu peux pas te débrouiller peut-être avec 15 par exemple? Je peux bien le faire. Donc, je peux mettre une petite cour à côté, même si je n'ai pas envie de le toucher. Voilà. Donc, mais je peux mettre une petite cour. C'est quelque chose que je peux essayer de négocier à lui. Ou je peux lui dire, écoute petit, au lieu de te donner 25 chaque semaine, pourquoi tu ne prends pas un peu de nourriture à la maison pour faire ton truc à l'école par exemple? Ou bien, je peux me dire, tu vas avoir tes 25, mais lorsque tu es en congé, tu n'auras pas les 25. Donc, tu as toujours cette possibilité de changer les choses là-bas. Donc, on met une cour à côté. Maintenant, on vient sur un autre luxe encore qui est là, qui sont les cartes de crédit. Je vois que j'ai 1, 2, 3 cartes de crédit. Et puis une carte de boutique. OK? Ça, chaque mois, j'ai besoin pour financer seulement la dette. Même pas pour repayer, juste pour financer la dette. Parce que quand tu as les cartes de crédit, chaque mois, le montant que tu payes pour ta carte de crédit, là, tu n'es pas en train de repayer la carte. Tu es en train de financer le crédit seulement. Parce que ce que tu es en train de repayer, là, tu ne vas jamais finir. C'est-à-dire que le minimum paiement qu'il te demande de faire, là, ça ne va jamais finir ta dette. Parce que ce qu'il faut comprendre dans les cartes de crédit, ce sont des crédits à revolver. Ça veut dire quoi? Si tu prends une carte de crédit, peut-être qu'il y a 500 euros ou 1000 euros, ou bien, je ne sais pas moi, quel que soit le montant minimum qu'on te dit de payer par mois, là, tant que tu vas payer ce montant-là, pour que tu finisses de payer ce que tu les dois, tu peux faire plus de 20 ans. Si tu restes en train de payer que le minimum là. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Les gens qui ne sont pas trop informés pensent que s'il y a une carte de crédit de 1000 euros et que chaque mois on me dit de payer 50 euros, ça veut dire que si je paye 50 euros sur, je ne sais pas, sur 20 mois, il fini de payer l'argent. Non, non, non. Les 50 euros qu'on te demande de payer là, ils prennent leur intérêt dedans et ce qu'ils mettent pour repayer le crédit même est tout petit. Donc s'ils te disent de payer 50 minimum, en réalité là, ils peuvent prendre au moins 40 eux-mêmes comme l'intérêt et puis c'est peut-être 10 qu'on remet sur la carte. Donc imagine si tu dois 1000 et que chaque mois on met 10, 10, 10 seulement, tu vois combien de mois tu vas faire? Tu vas faire plus de combien de mois? Alors qu'à chaque fois, chaque mois qui vient, on recalcule ce que tu leur dois en fonction de ce que tu dois déjà. Donc les cartes de crédit, c'est quelque chose, même quand tu les utilises, il faut connaître leur nocivité. Je ne sais pas si on peut dire comment c'est dangereux. OK? Voilà. Excusez-moi les gars. Non, pas cette chaussure-là. Voilà. Tu vois un peu. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre aussi les cas de crédit. OK? Donc, quand tu fais ce truc-là, ça va te permettre de t'éduquer en même temps. Ça va, en fait, cet exercice que tu seras en train de faire là, ça va t'aider même en éducation financière. Ça va t'aider. OK? Donc, moi, ce cas, après avoir fait tout ça, je me rends compte que la voiture est un poste de dépense très élevé pour moi. Et les cas de crédit, c'est un poste très élevé pour moi. Alors, étant donné que maintenant j'ai identifié les endroits. Bonjour, quelles sont les assurances que tu recommandes pour le Bengis? Bon, assurance, en fait, toute personne doit avoir une assurance vie. Pour moi, c'est le plus important, ça. Si tu es sur le Beng, déjà, assurance maladie, est-ce que c'est aussi utile? Parce que déjà, les hôpitaux, c'est vraiment accessible. Tu vois, non? Mais si tu peux avoir un truc privé aussi, tu peux l'avoir. Mais pour moi, l'assurance vie, pour moi, c'est... Tout le monde doit avoir ça, surtout ceux qui sont sur le bec. Tout simplement parce qu'un matin, tu as cassé la pipe, tu ne sais pas c'est quand. Et puis au moins, ce que tu dois comprendre là,
c'est que lorsque tu ne seras plus là, ta famille, ils vont pas te pleurer parce que tu n'es pas là seulement, hein, mais ils vont te pleurer à cause du vide que tu laisses là. C'est que tu devais couvrir, que tu n'es pas là. C'est ce qui va les fatiguer le plus. Donc, l'assurance vie, dans ce cas-là, peut régler ce problème-là. Donc, moi, je dirais l'assurance vie. Voilà, c'est ce que je dirais. Tu as dit, au moins l'assurance vie, il faut t'arranger pour avoir ça. Tu vois un peu, non? Et puis le reste, on peut gérer. Voilà. Donc, étant donné que maintenant, tu as identifié dans tes dépenses les côtés qui sont trop luxueux pour toi, tu veux t'attaquer à eux d'abord. Donc, vous avez vu, lorsque j'ai déterminé que je vis à crédit, que je vis au-dessus de mes moyens, je n'ai pas pensé automatiquement, il me faut trouver un autre travail pour commencer à paniquer, commencer à faire des applications. Non. Je vais d'abord sur mes dépenses, parce que c'est là-bas mon problème. Donc, j'affronte mon problème d'abord sur papier. Et je me rends compte que ma voiture me fait beaucoup dépenser. Ce que je regarde par rapport à la voiture, ça m'amène à 650. C'est-à-dire, imaginez si j'enlève 650 dans mes 1945 de dépenses là, je me retrouve à 1300. Donc, avec mon salaire de 1400, je suis positionné déjà. Donc, déjà, à ce moment précis, je peux me dire, tu sais quoi? Et si je décide de retourner la voiture à la compagnie de crédit? C'est une possibilité qui va me sortir directement de mon trou un coup. Mais parfois, ce n'est pas aussi facile de le faire parce que c'est un contrat tu as avec eux. Tu ne peux pas juste te lever le matin pour dire venez me prendre votre voiture. Ça peut donc, c'est quelque chose que tu vas essayer de voir. Est-ce que je peux casser ce contrat-là? Et puis regarder les conditions pour casser ce contrat. Si les conditions sont favorables pour toi, tu casses le contrat. Si ce n'est pas favorable pour toi, ça veut dire que tu dois continuer avec la pilule. Mais dans ce cas, si je ne peux pas retourner la voiture, je peux diminuer le carburant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de dépenser 200 par carburant, je peux décider de conduire la voiture moins pour diminuer sur mon carburant, par exemple. C'est-à-dire que tu dois regarder des choses que tu peux faire en même temps qui peuvent t'aider. Moi, mon cas, je ne peux pas retourner la voiture parce que si je retourne, il me reste encore 1 an de crédit. OK? Si je retourne, ils vont me demander de payer les 1 an du contrat. Donc, ça veut dire que je ne suis pas sorti de l'auberge, donc je ne peux pas retourner la voiture. Je ne peux pas changer aussi l'assurance. OK? Même si je vais changer l'assurance, je peux aussi enlever l'assurance à condition que je ne vais plus conduire la voiture. Je peux décider de garer la voiture, appeler l'assurance pour dire, écoutez, actuellement, je n'ai pas de voiture encore. Au moins, je vais économiser sur l'assurance. Donc, si je ne conduis plus la voiture, je vais économiser sur l'assurance. Mais l'assurance, actuellement, j'ai mis 100. En réalité, les 100, ça représente 55 pour moi, 45 pour madame. Donc, ça dit que dans moi, ce cas-là, l'assurance, je vais économiser 55. Ce qui va faire que mes dépenses déjà vont diminuer de 55. Et parce que je n'aurai plus ma voiture, ça veut dire que le carburant, au lieu de dépenser 200 le mois pour le carburant, je vais dépenser que 75 parce que madame a besoin que de 75 pour son plein. Et ça va me libérer encore 125. OK? Donc, ça veut dire que si je décide de garer la voiture, automatiquement, je vais économiser 125 plus 55. Automatiquement, je vais économiser 180 directement. OK? Directement, je vais économiser 180. Alors que vous vous rappelez, j'étais en déficit de 500. Donc, dans ton déficit de 500, là, si tu enlèves 180, déjà, tu vois que ton déficit s'améliore. Ton déficit vient à 300. Alors, lorsque je diminue mon truc de voiture, je vais maintenant aller sur, voilà, je vais maintenant aller sur les cartes de crédit. Et maintenant, les cartes de crédit, c'est à toi maintenant, encore comme je dis, ce truc-là va t'aider. Ok, ce truc-là va t'aider à pouvoir développer une intelligence financière. Ok, voilà. Parce que maintenant que tu vas venir sur les cartes de crédit, dans mon cas, j'ai une carte de crédit avec une banque qu'on appelle Chase. La limite de la carte de crédit, c'est 1000. J'ai une carte de crédit avec PayPal. Je crois que là-bas, qu'ils m'ont donné 2 ou 3 000 en limite, un truc comme ça. Il y a une autre carte de crédit de Vanquish Bank qui a une limite de moins 6 000, un truc comme ça. Alors, tu peux te dire quoi? Si, en fait, comme je dis encore une fois, ce truc-là va t'aider à pouvoir commencer à réfléchir et commencer à comprendre des produits financiers. Tu vas te rendre compte peut-être qu'avec les cartes de crédit, si tu as plusieurs cartes de crédit, tu peux transférer le crédit d'une carte, tu peux transférer le crédit de carte numéro 1 à une autre carte. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas peut-être regarder dans tes cartes de crédit celui qui a l'intérêt le plus moins et puis qui a plus de crédit. Et tu peux prendre les autres pour les amener là-bas. On appelle ça le balance transfer.
Donc, ça va te permettre, en fait, c'est ce qui se passe, ça va te permettre de développer tes capacités de compréhension financière avec les différents produits. Tu peux peut-être, si tu as plusieurs cartes de crédit, tu peux les combiner. C'est-à-dire que transférer le crédit d'une carte à une autre qui a moins d'intérêt pour pouvoir diminuer aussi tes dépenses du mois. OK? Donc, c'est pour te dire seulement que à premier coup, avant de penser d'abord aller chercher une nouvelle source de revenus, il faut déjà penser à diminuer les dépenses que tu as à travers ta liste que tu as. Donc, si tu arrives à faire ça déjà et que tu as diminué un peu tes dépenses et que tu vois que tu es toujours à moins, alors maintenant, deuxième position, tu peux maintenant aller te dire, bon, je vais chercher une autre source d'entrée d'argent. Ça peut être que tu vas aller chercher un autre travail si le temps te permet. Moi, par exemple, dans mon cas, comme vous avez vu, sur 1945 de dépenses, je gagne 1400 au minimum et 1600 au maximum. Souvent, ça va à 1700, 1800. Tu vois, non, mais je ne vais pas trop compter sur le maximum parce que ce n'est pas tout le temps le maximum là bien. Donc, je vais me mettre du côté bas, qui est 1400. Mais dans mon cas, vous avez vu que je travaille que 3 jours la semaine pour avoir ces 1400 là. Je fais que combien d'heures? 27 heures pour avoir ça. Donc, dans moi, ce cas-là, j'ai une marge. Ma marge, c'est de se dire, au lieu de travailler 3 jours la semaine et puis tout le reste du temps, je suis à la maison en train de dormir, je vais demander à mon boulot, est-ce que vous avez besoin de moi pour venir faire des heures supplémentaires pour vous? Ou bien, si mon boulot n'a pas, je peux commencer à aller chercher un autre travail encore à temps partiel quelque part. Donc, vous voyez que déjà, j'ai une petite marge que je peux travailler là-dessus. Donc, si tout à l'heure, au lieu de travailler 3 jours la semaine, on m'amène à 5 jours la semaine, il est fort probable que j'augmente mes revenus d'au moins 70%. Et lorsque ça va se passer, étant donné que j'ai déjà diminué mes dépenses, en me privant des choses qui étaient luxueuses, parce que dans ce cas-là, une maison, on a 3 voitures, on peut se débrouiller avec 2 voitures. Donc moi, je peux décider de garer ma voiture pour économiser sur du carburant, pour économiser sur la chose. Et puis maintenant, le seul luxe que je n'aurai plus, c'est de pouvoir sauter dans une voiture quand je veux. Ça veut dire que maintenant, si je dois toucher une voiture, je dois voir madame, si tu ne sors pas, est-ce qu'elle peut sortir ta voiture? Tu vois, c'est ce truc-là, c'est ce seul luxe-là que je vais perdre. Mais j'aurai toujours une voiture pour me déplacer. Mais ça ne sera plus comme quand j'avais moi-même ma voiture où je peux me lever à minuit même, sauter dans ma voiture pour aller. Maintenant, tu dois demander à l'autre, est-ce que je peux prendre ta voiture? Est-ce que tu ne sors pas? Ça, c'est un luxe que tu peux te passer, n'est-ce pas? Donc déjà, vous avez vu que lorsque j'ai vu mon déficit, la première des choses que j'ai fait, je n'ai pas pensé à aller chercher un autre travail. Parce que lorsque tu vois un déficit et puis tu cours pour aller chercher un autre travail, c'est parce que tu es paniqué. Si tu n'es pas paniqué, que tu restes serein, tu vas d'abord regarder dans toutes tes dépenses là, qu'est-ce que je peux éliminer? Et lorsque tu trouves ce que tu dois éliminer, maintenant tu vas voir que tu as un nouveau niveau de déficit maintenant. Peut-être que moi, dans mon cas de 1945, ok, qui me donnait 500 livres de déficit, peut-être que maintenant je vais me retrouver à 1700, qui va me donner que, voilà, 300 de déficit. Et maintenant, la deuxième étape que tu veux faire, maintenant tu veux essayer de voir qu'est-ce que je peux faire qui peut me rapporter de l'argent. Alors, les choses que tu peux faire qui peuvent rapporter de l'argent, c'est soit tu vas vendre ton temps, ok, ou bien tu vas créer quelque chose qui va te rapporter l'argent. Vendre ton temps, ça veut dire peut-être voir au travail, est-ce que tu peux avoir des heures supplémentaires? Voir, est-ce que tu peux aller travailler pour quelqu'un pour que tu aies cet argent supplémentaire là? Ou bien, tu peux te dire, bon, comme j'ai le temps, qu'est-ce que je sais faire qui peut créer de l'argent? Tu vas te poser cette question-là. Ok, moi dans mon cas, je peux vendre en ligne. Voilà, je sais comment on vend en ligne. Donc, je vais essayer de chercher un peu d'argent ou bien je vais essayer de voir des choses que j'ai à la maison comme je vous ai expliqué dans ma troisième boutique. Comment j'ai créé la troisième boutique sans argent. Ok? Parce que j'ai cette connaissance-là. Mais c'est une connaissance que toi aussi tu peux aller chercher. Ok? Donc, je peux décider de commencer à vendre des produits en ligne pour avoir un peu plus d'argent. Ok? Je peux décider encore de faire quoi? Je peux décider de commencer à créer des contenus qui peuvent être monétisés. Parce que par exemple, les contenus que moi je fais, par exemple, les contenus que je fais sur Facebook, c'est monétisé. Chaque mois, ça me rapporte 100, souvent ça me rapporte 120. Tu vois un peu, non? Donc, tu peux décider de faire des contenus qui... C'est-à-dire que tu vas te poser la question, qu'est-ce que je peux faire qui peut me rapporter de l'argent? Est-ce que c'est en créant des contenus qui seront monétisés? Est-ce que c'est en vendant mon temps? Est-ce que c'est en faisant un petit business? Est-ce que c'est en vendant mon expertise? Ça va dépendre de toi. Chacun de nous a quelque chose qui peut revendre. C'est à toi d'identifier ça.
Et lorsque maintenant tu identifies ça, que tu le mets sur pied, ce que ça va te rapporter va maintenant venir restabiliser tes finances. Et à partir de là, tu veux maintenant commencer à éponger maintenant, dans ce cas-là, les cartes de crédit que tu devais là, tu vas commencer à trouver la stratégie pour les repayer. Par exemple, pour repayer une carte de crédit, par exemple, j'ai fait une vidéo dans le temps. Pour repayer une carte de crédit, si tu as une carte de crédit qui te fatigue, il y a des stratégies que tu peux mettre en place pour repayer ces cartes-là. OK? Il y a une stratégie que j'ai expliquée il y a un moment. Je vais expliquer ça encore ici. C'est pourquoi je dis, quand tu vas commencer à attaquer, OK? Quand tu vas commencer à attaquer tes réalités financières et que tu es en déficit, tu vas comprendre, c'est-à-dire que ça va t'amener à développer cette intelligence financière-là. Ça va t'amener d'abord à t'éduquer financièrement parce que tu vas chercher à comprendre mes cartes de crédit là même là, comment ça fonctionne. Le fait de comprendre comment une carte de crédit fonctionne, ça c'est une connaissance financière que tu as, n'est-ce pas? C'est ça, ça fait partie de l'éducation financière. Lorsque tu vas comprendre, par exemple, comment est-ce que je fais pour repayer rapidement une carte de crédit, tu auras développé une ingénierie financière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va toujours t'apporter parce que tu vas développer des nouvelles capacités qui vont te permettre de pouvoir naviguer avec l'argent. Donc, par exemple, le fait de comprendre une carte de crédit, par exemple, pour comprendre qu'une carte de crédit, c'est un crédit à revolver. C'est-à-dire que c'est un crédit, tant que tu vas rester à payer le minimum, tu peux faire 20 années en train de repayer que le minimum et ne jamais finir avec la dette. Tu vas te rendre compte que maintenant, si je veux repayer la carte de crédit, voilà une stratégie que je peux faire. Je peux par exemple me dire, j'ai une carte de crédit, je dois 1000 euros par exemple sur la carte. OK? Mais je veux repayer cette carte-là en peut-être, disons, en une année. OK? Tu sais que chaque mois, par exemple, c'est-à-dire que comprendre la carte de crédit, tu vas d'abord, dans ton éducation financière, la carte de crédit, tu vas comprendre par exemple qu'en plus que la carte de crédit soit un crédit à revolver, tu vas comprendre comment est-ce qu'on facture. Parce que les cartes de crédit que vous voyez là, la façon dont que la banque te facture, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas ça, donc ça les fatigue. Sur la carte de crédit, il y a deux dates importantes qu'il faut toujours connaître. La première date, c'est la date de facturation. Et la deuxième date, c'est la date de repaiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la banque doit te donner ta facture de ta carte de crédit, si tu as une carte de crédit, tu vas remarquer qu'il y a une période du mois où il t'amène ta facture. OK? Cette date-là, c'est ce qu'on appelle la date. Cette date-là, c'est ce qu'on appelle la date. Oh, excusez-moi. OK. Pendant qu'on entend les choses, on doit répondre aux clients en même temps. OK. Donc, vous allez comprendre que une carte de crédit, il y a deux dates importantes à savoir sur une carte de crédit. Il y a la date de facturation et la date de repaiement. Mais les gens font une erreur toujours. Ils ne connaissent même pas la date de facturation. Et la seule date qu'ils ont dans leur tête, c'est la date où on te dit il faut repayer le minimum avant telle date. C'est tout ce qui est dans leur tête. Mais la date la plus importante d'une carte de crédit, c'est la date de facturation. Parce que c'est à cette date-là que la banque calcule les intérêts qu'ils vont t'opposer. Donc, pour faire ça plus simple, je vais t'expliquer. Supposons que tu as une carte de crédit de 1000 euros, 1000 dollars, 1000 ce que tu veux. Et que la date de facturation, c'est le 20. Ça veut dire que la banque, c'est le 20, ils vont s'asseoir pour dire, bon, il a utilisé combien sur cette carte-là pour pouvoir déterminer ce qu'il nous doit comme intérêt. Maintenant, quand ils déterminent ce que tu leur dois comme intérêt, ils prennent ce montant d'intérêt-là et puis ils ajoutent un autre montant là-dessus et qu'on te dit, c'est ça qui est ton paiement minimum à faire. Donc, lorsqu'on te dit que ton paiement minimum, c'est 10 euros, ça veut dire qu'en réalité, dans les 10 euros, là, il y a une partie qui représente l'intérêt que tu leur dois et une partie qui va servir à repayer ce que tu dois sur la carte. Encore une fois, comme je dis, quand tu vas commencer à rentrer dans cet exercice-là, naturellement, tu vas t'éduquer financièrement. Naturellement, ça va te permettre de commencer à comprendre les produits que tu utilises financièrement là. Comment ça fonctionne. Donc, pour la carte de crédit, tu as la date de facturation. Ça veut dire que si la date de facturation, c'est le 20, ça veut dire qu'ils vont regarder du 1er jusqu'au 20 là. Tout ce que tu as dépensé sur la carte. Et puis, c'est le 20, là, ils vont te dire, bon, il a dépensé sur les 1000, il a dépensé 800. Donc, si l'intérêt, c'est 29%, ils vont calculer 29% des 800. Ça va leur donner un montant qui peut être, je ne sais pas moi, qui peut être, je ne sais pas quel montant. Du moins que ça va donner un montant X. Maintenant, à ce montant X, là, ils vont ajouter un autre montant dont c'est eux qui ont le pourcentage. Ils vont additionner ces deux et puis ils vont te dire, écoute, ton paiement minimum pour le mois prochain, c'est peut-être 20 euros. Mais dans les 20 euros, là, le côté X qui a l'intérêt, là, ils vont toujours enlever ça. C'est ce qui fait que
le minimum que tu payes là, ça met beaucoup d'années avant de finir de payer. Donc, la date de facturation là, toi, ce que tu veux faire, si tu veux diminuer ta facture, tu dois t'arranger avant la date de facturation là. Si tu as les moyens, tu repayes ce que tu leur dois, donc ta facture va toujours venir à zéro. Donc, c'est-à-dire si la date de facturation c'est le 20 et que toi, avant le 18, si tu leur devais 800 par exemple, avant le 18, supposons que toi on t'a payé au travail le 16. Le 16 là, supposons que dès qu'on t'a payé là, tu as pris déjà 800 directement pour aller payer le 4 là. Tu verras qu'à la date de facturation, ils vont voir que tu leur dois zéro. Donc ta facture de la carte de crédit va être zéro pour le mois qui vient. Je ne sais pas si vous me comprenez ici là. Est-ce que vous comprenez? Il y a 13 personnes connectées. Est-ce que vous avez compris comment la carte de crédit facture? Ok, vous facture. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué là? Ah les gars, vous n'êtes pas interactif, hein? J'ai l'impression que vous êtes en train de parler seul, hein? Est-ce que vous avez compris l'explication que j'ai donnée là sur comment la carte de crédit, les compagnies de carte de crédit vous facturent? On a 10 personnes connectées. Est-ce que vous avez compris comment la carte de crédit vous facture? Ok, voilà. Donc, donc ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a des problèmes avec sa carte de crédit. Ce que tu dois chercher à savoir sur ta carte de crédit, c'est la date de facturation. Et pour connaître la date de facturation, là, va prendre ta dernière facture. Regarde le jour où ils mettent l'intérêt, là. C'est ce jour-là qui est ta date de facturation. Si tu regardes sur toutes tes factures, tu verras qu'ils ont un jour précis. Ça peut être le 20, le 15. Ils ont un jour bien précis où on te dit, voici l'intérêt du mois. Et le lendemain seulement, on t'amène maintenant, on te dit maintenant, voici la facture du mois à payer avant telle date. Donc toi, tu veux voir la date de facturation là, et t'arranger avant la date de facturation. Si tu peux payer tout ce que tu leur dois, tu le fais pour que ta facture qui vient, puisque en réalité, ils te facturent toujours en retard. C'est-à-dire que ce que tu as utilisé le mois passé, c'est ce que tu vas payer le mois prochain. Donc comme tu as la date de facturation qui est ici, avant la date de facturation, si tu veux soit diminuer ce que tu leur dois ou payer tout ce que tu leur dois, pour que juste au niveau de la date de facturation, ils se rendent compte que ce que tu leur dois est soit zéro ou minime, et puis ils font leur calcul en fonction de ça. Donc, pour ceux qui veulent vite payer leur carte de crédit, c'est une stratégie que tu peux utiliser pour pouvoir, d'abord, soit avant la date de facturation, les payer pour ne plus avoir de factures à payer, ok? Ou bien diminuer ce que tu dois pour réduire ce que tu leur payes. Et lorsque tu réduis ce que tu leur payes, quand tu fais ton paiement avant la date de facturation, fais de telle sorte que même si tu vas réutiliser l'argent que tu as mis là-bas, laisse une partie. Si par exemple, pour faire plus simple, je vais te dire ceci. Tu dois 800 sur une carte de crédit. On te dit que la date de facturation, c'est le 20. Toi, on t'a payé peut-être le 15. Donc, tu sais que chaque mois, tu as besoin de ton salaire pour payer ton loyer, ce que tu veux. Mais tu sais que chaque mois, tu veux donner au moins 50 à la carte de crédit. OK? Donc, ce que tu fais avant la date de facturation, l'argent que tu dois utiliser pour payer ton loyer, là, tu mets ça sur ta carte de crédit, plus les 50 que tu es prêt à leur donner. Donc, ça veut dire quoi? Puisque tu as mis l'argent avant la date de calcul, là, puisque tu as mis un certain montant, mais ce montant que tu as mis là, tu sais que tu vas l'utiliser juste le lendemain. C'est-à-dire que quand ils auront fini de calculer ce que tu leur dois qui va être réduit, juste le lendemain, tu peux maintenant réutiliser la carte pour continuer tes dépenses. Et puis, tu vas t'amuser comme ça, mois après mois. Mais le montant que tu décides de leur donner là, tu ne touches pas ça sur cette carte-là. Donc, ça veut dire que si ce montant-là, c'était 50 euros ou 50 dollars ou 50 livres, ça veut dire que chaque mois, sur une carte où tu devais 800, chaque mois, tu as laissé 50, 50, 50. Dans 16 mois, tu auras fini de remettre les 800 et puis tu ne leur dois rien parce que tu t'aurais donné une limite de te dire, je ne vais plus utiliser au-delà de ce montant où je suis là. Ça, c'est une stratégie. Il y a plusieurs petites stratégies comme ça. C'est pourquoi je dis, le jour que tu vas faire, tu auras le courage d'affronter tes chiffres. Naturellement, tu vas commencer à développer une intelligence financière. Tu vas commencer à développer une ingénierie financière. OK? Et donc, ça veut dire quoi? Éducation financière, ingénierie financière égale à quoi? Intelligence financière. Donc, le tout vont partir ensemble. OK? Donc, dans ce cas précis, on a vu notre déficit. On a d'abord attaqué les dépenses on peut diminuer ou annuler. Après ça, maintenant, on se demande comment est-ce qu'on peut générer plus d'argent maintenant par rapport à couvrir. Et maintenant, juste après ça, quand tu as commencé à générer plus d'argent à travers soit un business ou à travers la création de certains produits que tu peux vendre, c'est toi qui sais. Ou bien le fait d'augmenter tes heures au travail, tu te retrouves dans une situation financière meilleure parce que peut-être de déficit, tu n'es plus à déficit maintenant.
Et comme tu veux reprendre contrôle de tes trucs, tu veux maintenant rester discipliné. Tu veux te discipliner à te dire, tu sais quoi, j'ai plus envie de tomber dans ce trou-là. Étant donné que je suis sorti de ce trou et que maintenant de déficit, je suis passé à excédent, comment est-ce que je fais mon excédent là pour qu'il travaille davantage, pour pouvoir me donner une couche de sécurité. C'est dans ça, tu vas maintenant te dire, bon attends, si j'ai un excédent de 100 par mois, ou 200 par mois, ou je sais pas moi, ou 50, qu'est-ce que je peux faire avec pour me donner une couche de sécurité. Peut-être là, tu peux penser sur comment on investit l'argent, quels sont les différents véhicules qui existent. Voilà, c'est-à-dire que, étant donné que tu as affronté tes chiffres, comme j'ai dit, tu auras d'abord, tu te serais éduqué financièrement par ricochet, ça va être une conséquence, éducation financière, ingénierie financière, donc intelligence financière. Et cette intelligence, maintenant, tu veux prendre ça pour mettre ça à ton profit. De te dire maintenant, ok, je vois que j'étais en déficit de 500 par mois. J'ai pu diminuer mes charges. J'ai diminué mes charges et j'ai vu qu'en diminuant mes charges, j'ai trouvé une autre source d'entrée d'argent qui me rapporte de l'argent supplémentaire. Qu'est-ce que je fais de cet argent supplémentaire? Et là, maintenant, tu vas te demander quels sont les véhicules qui sont à ta disposition en fonction de ton environnement pour te permettre de pouvoir créer de la richesse. Alors que sur ma chaîne ici, je vous dis plusieurs fois, les différents véhicules qui existent, ok, il y a le véhicule de l'investissement dans les produits financiers, par exemple. Il y a le véhicule de l'immobilier, il y a le véhicule de la création de business, etc. Donc, en fonction de tes réalités, de tes capacités, ok, tu vas te... tu vas faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir développer quelques-unes de ces qualités-là dans ces véhicules-là pour commencer à faire travailler ton argent. Là, maintenant, puisque ton argent a travaillé et que tu es dans un processus où tu es en train de te désendetter pour mieux reprendre contrôle de tes finances, tu verras que tu vas te retrouver dans une nouvelle position. Et cette position-là, c'est une position où tu es au contrôle de tes finances. Tu vas faire attention désormais au cas de crédit, où tu vas apprendre à vivre en dessous de ce que tu gagnes pour pouvoir te permettre de toujours avoir une certaine... c'est-à-dire que pour avoir de l'argent que tu peux prendre pour mettre soit en épargne, si tu veux, si tu n'es pas quelqu'un, mettre en épargne dans le but de l'investir. Parce qu'encore, tu ne peux pas aussi prendre ton argent juste mettre en épargne. OK? Quand tu mets là en épargne, il va en épargne pour une mission. Ça doit être... C'est quelque chose que tu dois te mettre dans la tête. Il ne faut pas juste économiser l'argent pour l'économiser. On économise l'argent pour qu'il aille en mission à un moment donné. OK? Mais dans le cas où tu seras en train de sortir du trou, on peut comprendre que d'abord tu mets l'argent de côté pendant que tu es en train de te retrouver, pendant que tu es en train de réfléchir, pendant que tu es en train de t'éduquer, pendant que tu es en train d'apprendre d'autres mécanismes qui peuvent faire travailler ton argent. Tu peux te donner ce temps-là, mais tu t'arranges quand même pour pouvoir déposer l'argent quelque part pendant que tu es en train de te préparer sur quel véhicule tu vas utiliser. OK? Et les véhicules que tu vas utiliser, comme je t'ai dit, il y a le véhicule de l'investissement dans les produits financiers, c'est-à-dire la bourse, pour les autres produits financiers qui existent, comme les obligations, ce genre de trucs-là. Tu vas chercher à comprendre tous ces trucs-là pour savoir mettre ton argent. Tu vas aussi comprendre qu'un des véhicules aussi, c'est créer un business. Regardez dans ta zone, quelles sont les demandes qui sont là en fonction de cette demande pour voir est-ce que tu ne peux pas créer un business qui est adossé à cette demande-là, par exemple. OK? Tu peux, voilà, t'as dit même la création de contenu, comme je vous dis là. Si tu as une expertise que tu penses que tu peux partager, tu peux te lever, créer ta chaîne YouTube ou TikTok ou bien Facebook et puis monétiser ce que tu connais. Tu vois un peu, non? En fonction de tes réalités. Si ton argent commence à se multiplier, il y a l'immobilier. Tu peux penser à commencer à mettre l'argent de côté pour t'acheter un terrain et de lui donner le temps de prendre de la valeur. Tous ces genres de choses-là. Donc, c'est comme ça que tu vas reprendre contrôle de tes finances. OK? Donc, j'espère qu'on s'est compris. J'espère que vous avez compris le cheminement. OK? Donc, pour revenir, pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas compris, pour reprendre le contrôle de tes finances, OK? C'est de commencer par avoir le courage d'affronter tes finances. Avoir le courage d'affronter tes finances veut dire que tu vas prendre le courage de prendre un bic, un papier, et puis écrire partout où ton argent va. Après cette étape, la deuxième étape qui vient, c'est d'analyser maintenant tes dépenses là. Analyser tes dépenses dans le but de voir qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui peut être diminué, ou bien qu'est-ce qui peut être effacé carrément. Pour te permettre de te retrouver à une position où tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Mais ça, c'est l'objectif. Si tu veux
prendre contrôle de tes finances, tu veux t'arranger à dépenser moins que ce que tu gagnes. En un mot, tu veux apprendre à vivre en dessous de tes moyens. Ceux qui arrivent à vivre en dessous de leurs moyens sont des gens qui ont plus ou moins contrôle de leurs finances. Parce que la majorité d'entre nous, on vit d'une façon ou d'une autre au-dessus de notre... La majorité d'entre nous, on travaille de chèque en chèque, c'est-à-dire que de paye en paye. C'est-à-dire que combien d'entre vous ici, en train de me regarder, nous sommes 11 actuellement. Combien d'entre vous, quand on vous paye, avant qu'on dise la prochaine paye qui vient là, ton argent est déjà fini. Il faut te poser cette question. Si tu fais partie de ces gens-là, qui lorsqu'on les paye le premier, avant le premier du mois prochain, là, ils sont déjà en bourse, c'est que tu vis en dessus de tes moyens. Quand je dis en dessus de tes moyens, ce n'est pas dire que forcément tu gaspilles. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ça veut dire seulement que ce que tu gagnes n'est pas assez pour te permettre de pouvoir sauter entre un chèque jusqu'à un autre sans difficulté. Ok? Donc dans ces cas-là, en faisant une liste comme ça va te permettre de voir exactement où le problème est. Parfois, tu peux faire ta liste comme ça et puis voir qu'il n'y a rien que tu peux diminuer. S'il n'y a rien que tu peux diminuer, alors tu dois passer maintenant à l'autre étape qui est l'étape de comment je peux faire rentrer plus d'argent. Et faire rentrer plus d'argent pour pouvoir me permettre d'abord de faire face à toutes mes dépenses et d'avoir un peu qui me reste que je dois mettre au travail. Parce que tant que tu vas vivre comme ça, ou ce que tu gagnes est juste avec ce que tu choses comme ça, tu vis, en fait, tu vis dans un danger. Tu vis dans un danger. Mais le jour où ce que tu gagnes est ici, ce que tu dépenses est là, tu vis avec un seuil de sécurité. Mais ce seuil de sécurité-là, avec de la connaissance, avec de l'éducation financière, ce seuil-là, ok, qui était ici, là, tu peux l'amener comme ça. Donc, ça, là, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un, c'est ta responsabilité. C'est de ta responsabilité de faire face à tes réalités, ok, et puis trouver qu'est-ce que tu peux faire pour te permettre de reprendre le contrôle. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'aider pour ça, hein. C'est toi, tu peux être aussi, tu peux être désolé de se dire, tu sais quoi, je m'en fous de ça. Ok? Et puis tu es là, tu vas continuer à vivre en danger comme tu vis jusqu'à ce que le danger là te rattrape. Parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. Tant que tu vas vivre juste comme ça, voilà ce que tu gagnes, voilà ce que tu dépenses, tu es à ce niveau-là. Tu es en danger. Parce qu'il suffit que quelque chose arrive tout à l'heure, on te dit à ton travail, écoute, au lieu de te donner 30 heures par semaine, il y a Covid qui est là, tu ne peux plus travailler, voilà, toi maintenant tu es dans le problème. Ok? Donc si tu vis à ce niveau-là, déjà tu es dans une position déjà où tu vois la nécessité pour toi. Ça sont tes revenus ici, ce sont tes dépenses. Donc quand tu vis à ce niveau précis là, tu sais que là maintenant je suis... En fait ça c'est un niveau idéal. Maintenant quand tu es ici là, tu sais que maintenant tes revenus, tu dois chercher à l'augmenter. Si tu ne peux pas l'augmenter, tu dois voir tes dépenses, est-ce que tu peux diminuer? Parce que le côté même où tu es à l'aise même là, c'est quand c'est comme ça. Tes revenus sont là, tes dépenses sont là. Dans la zone qui est au milieu là, c'est ce montant-là que tu peux prendre pour faire travailler. Ok? Donc, c'est ce que je voulais vous partager pour reprendre contrôle de vos finances. Moi, ce matin, je me suis assis, j'ai fait l'exercice. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de comprendre que dans moi, mon cas, je dépense 1945 le mois, mais je gagne comme salaire 1400. Ok? Donc, 1400 pour 3 jours de travail. Donc, ça veut dire que si je suis fâché tout à l'heure, je peux appeler mon boss pour dire, écoute, boss, j'ai besoin d'un supplémentaire. Ok? Voilà, j'ai un point de leverage. Ce truc-là m'a permis de comprendre que, m'a permis de voir que un des endroits où je dépense beaucoup d'argent, ok, c'est ma voiture. Ok? Je constate que ma voiture me fait dépenser quelque chose de 655 par mois. 655 par mois correspond à mon loyer par mois. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un peu. Ton loyer que tu payes là. C'est-à-dire que ta voiture que tu roules là, c'est ton loyer que tu roules comme ça. Donc, ça me permet de voir que la voiture, je dois commencer à réfléchir là-dessus. Surtout dans moi, mon cas comme ça, ma voiture, j'ai encore 1 an de crédit. Et puis après les 1 an de crédit, j'ai le choix. Soit je retourne la voiture, ou bien je paye 10 000 € et puis je garde la voiture. Donc, c'est un moment de réflexion pour moi. Est-ce que je vais garder la voiture après les 1 an ou bien est-ce que je vais la retourner? Au moins, ça me permet de réfléchir là-dessus. Ok? Même si à ce moment précis, j'ai déjà une idée, je me dis, personnellement, je vais garder la voiture parce que je me dis, dans les 5 ans qui viennent, je n'ai pas envie d'aller m'emmerder avec une autre voiture. Celle-là, je la connais bien, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Mais si la réalité est trop dure, il n'y a pas de honte.
Je vais laisser la voiture. Parce qu'une erreur aussi que les gens font, c'est de vivre en regardant ce que les autres pensent. Par exemple, tu vas te dire, ah, si je laisse ma voiture, on va dire que c'est chaud sur moi. Et puis oui, si c'est chaud sur toi, il n'y a quel problème avec ça? Tu vois, non? Donc, il ne faudrait pas avoir honte de faire face à tes réalités. C'est toi qui connais tes réalités. Si tu penses que dans tes réalités, ça veut dire que au lieu que tu prennes le train pour aller au travail, tu vas devoir marcher, tu marches. Ceux qui vont se moquer de toi n'ont qu'à se moquer. Ça, c'est le problème. À partir du moment où c'est que toi, tu es en train de faire, en train de t'aider, c'est ça qui est plus important. Donc, essayer de vivre sans regarder les autres. Donc, dans moi, mon cas, je peux décider de dire, bon, après les 1 an, je vais retourner la voiture. Ou bien, je peux me dire, si j'arrive à reprendre le contrôle de mes finances et que j'arrive à dégager plus d'argent, je peux me dire, tu sais quoi, je vais garder la voiture. Les 10 000 euros, si j'ai ça, je les paye un coup. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui fait du commerce, même si j'ai 10 000 euros pour leur donner pour payer la voiture, je ne vais pas le faire. Parce que 10 000 euros, je sais que si j'ai investi mes 10 000 euros, je peux gagner 40 à 50 000 et ça. Donc, par exemple, je ne vais jamais prendre mon argent, leur donner pour dire, ah, voilà, parce que ceux qui ont l'argent ne sont pas des gens qui aiment payer leur crédit à 100%. Non, ils veulent toujours, même s'ils ont l'argent pour payer leur crédit, ok, et qu'ils ont un business, ils préfèrent faire l'argent qu'ils vont donner pour payer le crédit, là, ils préfèrent prendre ça pour mettre dans leur business, pour que ça génère plus d'argent, c'est que ça génère, ils vont aller payer le crédit. Mais tout ça, ce sont des intelligences, des ingénieries financières que tu vas développer lorsque tu vas commencer à t'éduquer financièrement, à comprendre, ok, comment j'ai un crédit, comment bénéficier d'un crédit, comment s'enrichir d'un crédit, etc. Tu vois un peu, non? Donc, dans moi, mon cas, ça me permet de voir, écoute, j'ai des dépenses que je ne peux pas enlever, loyer, impôts sur habitation, de l'eau, assurance. Mais je vois que ma voiture, quand même, ça me coûte beaucoup. Je peux soit libérer la voiture ou la garer. Si je la gare, je vais économiser au moins 180 parce que je ne vais pas payer de carburant encore, je ne vais plus payer d'assurance pendant le temps que ça sera garé. Ça peut me donner un petit espace de réflexion et puis de respiration. Voilà. Ma mère, par exemple, l'argent qu'elle lui a même peu d'écoute, maman, c'est chaud sur ton fils actuellement. Comment on peut faire pour que je te diminue ce que je te donne là sur un temps, le temps que je me retrouve? Et toutes les mamans, elle va te dire, mon fils, si c'est chaud, ne m'amène même pas ce que tu m'amènes là. Garde ça jusqu'à ce que la majorité des mamans vont te supporter. Ça, c'est un truc qui est garanti. Si c'est chaud sur toi, tu appelles ta maman pour dire, maman, vraiment, je ne peux pas t'amener l'argent actuellement parce que c'est chaud sur moi. Ou je t'amenais 100 euros, 200 euros, mais c'est chaud sur moi, je t'amener 100. Je ne vois pas de maman qui va te dire non. Elle va te dire, mon fils, si c'est ce qui va t'aider, vas-y. Il y a des mamans qui peuvent te dire, tu sais quoi, c'est même pas la peine d'amener, je peux me débrouiller. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur aussi de choses. Okay? Parfois, nous-mêmes, on se met sous des pressions qui souvent ne sont pas des pressions. Ceux qu'on aide là, si souvent on leur explique qu'on traverse des difficultés, la majorité d'entre nous vont nous comprendre pour nous dire, écoute, je peux me défendre, il faut choisir. Ou bien, tu peux diminuer, il n'y a pas de problème. Ça, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Ok. Dans mon cas, je vois aussi, en fait, quand je regarde les endroits où je dépense beaucoup d'argent, qui sont les trucs luxueux, il y a la voiture qui fait 655 par mois et les cartes de crédit, le service seulement des cartes de crédit qui font 220. Donc, si je fais 220 plus 655, ça me fait 875. 875, alors que mon global par mois de dépenses fait 1945. Donc 875, si tu fais 875 par exemple, ok, divisé par le montant, ok, il a fait 875, ok, vous allez voir le pourcentage, 875, c'est ce que les cartes de crédit et la voiture me font comme dépenses, ok. Si je divise ça par mes dépenses globales du mois, 1945, et que je multiplie par 100, ça représente 44%. C'est-à-dire que mes dépenses là, 44% de mes dépenses là, sont dans la voiture et les cartes de crédit. Donc ça veut dire que voici un endroit où je peux travailler pour diminuer. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ça veut dire que les choses qui ne sont pas luxe là, ok, représentent que 55% de mon revenu. Donc ce que je gagne là, 55% vont dans les choses que je ne peux pas me passer et 44% vont dans les choses que je peux me passer de ça. Donc, ce qui veut dire que j'ai 44% de manœuvres quelque part où je peux travailler. Les 44% de manœuvres entre la voiture et les cartes de crédit, de trouver maintenant comment diminuer mes cartes de crédit, comment diminuer ce que je dois sur mes cartes de crédit. C'est dans ça que tu te rends compte que je peux combiner des cartes de crédit. C'est dans ça que je me rends compte que je peux arrêter d'utiliser une carte de crédit, repayer d'une certaine façon pour que ça finisse. C'est dans ça que tu te rends compte que dans ta voiture, tu peux décider de garer la voiture. Okay? Même si tu payes le crédit de la voiture, mais tu peux garer la voiture sur 2-3 mois. Ça peut te faire économiser, dans mon cas, 180 par mois. Et les 180 par mois que tu économises, okay,
Si tu divises 180 par 1945 que tu as bien par mois, ça te donne facilement presque 9% d'économie. Tu vois? Donc, ces genre de trucs-là vont te permettre, quand tu fais ce genre de calcul, ça va naturellement te permettre de commencer à t'éduquer financièrement, à développer une ingénierie financière, une intelligence financière naturellement. Et c'est ça qui va t'aider maintenant à pousser tes recherches pour voir maintenant comment est-ce que j'augmente mes revenus. Comment est-ce que j'augmente mes revenus sans chose? Ok? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, dans mon cas, je ne suis pas alarmé. C'est vrai, je gagne 1400, mes dépenses font 1900. Mais dans mon cas, j'ai la chance au moins que j'ai un business à côté qui me rapporte. Donc, je peux maintenant aller dans mon business, me dire, bon, chaque mois, comme on me paie 1400 dans mon travail, mon business doit me payer maintenant 545 pour que quand je mets les 545 que mon business va me payer, plus mes 1400 au travail, quand je les mets ensemble, ça fait, je peux couvrir toutes mes charges sans changer quelque chose. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment, voilà, qui ne veut pas travailler pour devenir mouton, je vais me dire, c'est vrai, même si je peux gérer les 1945, mais est-ce que je peux les diminuer? Est-ce qu'il y a des choses que je peux enlever? Et là, peut-être, je peux décider de travailler sur mes cartes de crédit pour les repayer plus rapidement, par exemple. Tu vois un peu, non? Ou bien, je peux me dire, comme j'ai un business à côté, je peux me poser la question maintenant de savoir qu'est-ce que mon business peut faire pour m'aider dans mes dépenses de la maison. Et dans ça, je peux me dire, bon, quand, si j'ai un business et que j'ai un loyer à payer à la maison, et si je transfère une partie de mon business à la maison, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de telle sorte que le loyer de la maison peut passer dans le business, dans les dépenses du business. Disons, une partie du loyer peut passer dans les dépenses du business. Tu vois, tout ça, c'est l'intelligence financière qui est en train de fonctionner maintenant. Lorsque tu te rends compte que si j'ai un business et que mon business, là, j'opère mon business à partir de la maison, automatiquement, je peux utiliser les revenus du business pour payer une partie de mon loyer vis-à-vis de la loi, c'est légal. Étant donné que je gère mon business à partir de la maison, l'impôt sur la maison, le business peut amortir une partie. Ok? Étant donné que mon business, pour gérer mon business, j'utilise la voiture. Je peux prendre une partie des dépenses de la voiture pour que ce soit des dépenses du business. Je ne sais pas si vous voyez à peu près le développement qui est en train de partir. Donc, ça veut dire que cette éducation financière que tu vas développer va te permettre de voir toutes les opportunités que tu as pour diminuer tes dépenses. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça que tu reprends le contrôle de tes finances et puis tu apprends à te discipliner dedans. Ce n'est pas parce que maintenant tu as repris le contrôle que tu as l'argent de plus, tu vas commencer à gaspiller. Non. Tu te disciplines pour rester en ligne, pour pouvoir toujours créer ce plus d'argent qui va venir pour te permettre d'investir dans d'autres choses. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez des questions, voilà, vous avez la parole. Si vous avez des questions, voilà, amenez des demandes et puis je vais essayer de vous répondre. Merci. Je suis un peu enrhumé, je vais prendre quelque chose pour voilà, me changer. Il n'y a pas de questions? Ok, il n'y a pas de questions, les gars. S'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Hein. Ok, si, vas-y, Ramsès, si tu as une question, vas-y. Ok, Ramsès, tu as une question? Salut, Sylvain. Ramsès, si tu as une question, amène une Salut Momo, invitation. Ouais, comment tu vas? ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va bien. Parle une minute, hein. Ok, Ramsès, moi, je ne suis pas un conseiller ok, d'assurance. Tu me dis de faire top 3 ou 5 choses. Attends. Moi, j'étais déjà dit, c'est à toi. En fait, lorsque tu regardes ma chaîne là, je te donne des pistes. Mais il ne faudrait pas que mes pistes là t'amènent à être paresseux. Mes pistes doivent te permettre de susciter la curiosité en toi. Donc, si tu veux connaître les 3 ou 5 top assurances là, rapproche-toi dans le pays où tu es, rapproche-toi de ceux qui sont dans l'assurance, pose-leur des questions. Mais moi, je ne peux pas te répondre, tu vois, non? Moi, je peux seulement te dire, tu m'as posé la question, je te dis, moi, je pense que pour tous ceux qui sont en Europe, au moins une assurance vie, c'est la base.
Chacun doit avoir une assurance vie pour pouvoir choisir. Mais il ne faudrait pas que ce que je dis là te rende paresseux. Ce que je dis est censé créer la curiosité de recherche en toi. C'est la seule façon où tu vas aussi te développer. Tu vois, non, mais si tu veux t'asseoir pour qu'on te dit non, voilà telle assurance. Non, chaque pays a ses produits différents. Donc, ça va être difficile que quelqu'un te donne ce conseil, à moins qu'il est dans le même pays que toi. Ouais, c'est vrai, non, En tu fait, as... oui, moi, avant de rebondir sur ce que je voulais apporter comme contribution, en Ouais, fait, si Ramsès veut savoir, il mhm, peut faire une étude de comparabilité par rapport ok. aux frais de sur les assurances vie en général. Oui, Ici en France, il y a les banques qui sont des sociétés physiques. En fait, vu oui, qu'elles sont pas en ligne, mhm, elles ont des frais beaucoup plus importantes, contrairement aux banques en ligne qui, ouais, elles, font les mêmes prestations d'assurance vie, mais vu qu'elles ne payent pas de charges beaucoup plus importantes que celles des banques en ligne, automatiquement, ça devient plus rentable pour quelqu'un qui va sur une assurance vie, mais sur une banque en ligne. Donc, si ça peut l'aider, ça mhm, peut lui permettre de faire un choix déjà. Mais déjà, il faut savoir que il y a plusieurs banques en ligne. Donc, mhm. on ne pourra pas, comme tu as dit, aller lui dire, va sur tel, c'est à lui d'aller faire ses recherches en les Recherche. appelant. Mais déjà, il faut savoir que quelqu'un qui prend une assurance vie à sa banque physique, il Ouais, va forcément avoir des frais beaucoup plus importants que quelqu'un qui va faire une assurance vie dans une banque en ligne. Et ok. déjà, il saura déjà qu'en France, il y a des banques en ligne qui ont une très bonne réputation, s'il veut, comme par exemple Boursorama, qui existe depuis très longtemps, Voilà. Fortuneo, pour ne pas faire de publicité. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Il dit la Bossorama. Ah La ben voilà, donc déjà, Bossorama. tu es déjà sur tu fais simplement la différence en ligne et physique. Tu vois tout de suite pourquoi elle va te payer beaucoup, tu vas payer plus de frais parce qu'elle paye plus de charges, contrairement à ceux des banques en ligne qui payent moins de charges. Voilà. Donc moi, en fait, mon mot, c'est au niveau des cartes ici en France, on fonctionne pas par, comme vous, dans les pays anglophones, c'est à peu près pareil, mais les thèmes sont différents. C'est pour ça que j'ai voulu peut-être apporter quelque chose. Ici, Ouais. on parle de financement, mais tu as toujours ça sur une carte. Et puis, effectivement, il y a des dates de prélèvement. Et Ouais. comme tu as dit, c'est vraiment un enseignement magnifique, en fait. Il y a quelqu'un qui parlait qui, par exemple, peut se retrouver dans une situation difficile et puis peut demander à son bailleur ou son bailleur de lui faire ce qu'on appelle un apurement. C'est-à-dire, il peut demander à son bailleur, parce que là-bas, il n'y a pas d'intérêt quand tu fais une demande d'apurement. C'est-à-dire, ton loyer, là, Mhm. ton bailleur, tu peux lui dire, écoute, moi, sur 5 mois, est-ce que tu peux m'épargner le prélèvement ou tu peux peut-être réduire les prélèvements pour que tu me les remettes, tu me les reportes. On appelle une demande d'apurement Mhm. si tu leur poses cette question. Et maintenant, toi, ce loyer-là, si tu lui dis de t'exonérer sur 3 mois et par contre de te faire un prélèvement approprié, de sorte que tu es pas d'arriéré de paiement, ce montant-là, tu prends et puis tu vas automatiquement solder. Ça, c'est pour les Français, hein. Parce que nous, ici en France, en gros, ils appellent ça comme, c'est un montant qu'on t'alloue, mais en fait, c'est à chaque date de prélèvement, le montant restant, on applique l'intérêt dessus. Ok. Et donc, c'est effectivement pareil. Si tu ne viens pas solder avant, tu vas te retrouver à payer un petit montant ou un gros montant à Ouais. chaque mois beaucoup plus élevé. Donc, ça avance, ça avance. Donc, si tu as par exemple des difficultés, par exemple, sur de l'argent de côté, tu peux procéder par ton loyer. Ton propriété, si c'est ton propriétaire, pardon, si c'est un bailleur social, tu lui fais une demande d'appurement. Tu peux dire, écoute, moi, sur 3 mois, je pourrais pas payer, mais après 3 mois, il va commencer à te repartir le montant du loyer des 3 mois. Il va au prorata de tous les autres, de sorte petit à petit. Donc, tu sens pas, il n'y a pas d'intérêt. Mais en fait, tes 3 mois de loyer, tu les as tous récupérés pour aller solder tout ton crédit. Et du coup, ça fait que tu as gagné sur les intérêts qui auraient pu. Parce que franchement, Momo, j'ai dit tout à l'heure par message que ce que tu viens de donner, Ouais. c'est un élément mais magnifique parce que beaucoup ne s'aperçoivent pas. Et chez nous en France, lorsque tu prends ça s'appelle un crédit à la consommation, tu es très mal vu déjà par la banque. Parce qu'en fait, tu consommes, tu dois. Et donc, ça veut dire que euh, ta gestion financière est impactée, tu constitues un risque pour la banque et du coup, tu peux pas utiliser le levier bancaire pour emprunter et pour faire ce qu'on appelle l'opportunité de l'immobilier ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Deuxièmement, je voulais rajouter aussi
le fait où tu as dit que ceux qui ont beaucoup d'argent ne viennent pas automatiquement solder les crédits et qu'ils ingèrent ça, ils prennent une partie, ils mettent dans leur business et ils prennent les revenus. Donc, pour peut-être apporter aussi mon idée, c'est que ce taux d'intérêt calculé là, que la banque te prend, effectivement, tu peux faire cette étude et de savoir est-ce que cette même somme que tu vas injecter dans ton business vient te donner plus que ce que la banque te prend. Une fois que tu fais cette différence et que tu es gagnant, mais effectivement, tu fais comme Momo a dit, la différence, tu viens la mettre en surplus là-bas pour combler et toi, ça te fait une plus-value dessus. Donc, franchement, merci Momo parce que c'est vrai que c'est comme on dit, c'est dans le détail se trouve. Ah oui, c'est dans le détail on vole et c'est dans le détail aussi on prend de la croissance en fait. On nous vole en fait par manque de connaissances et puis nous soit si on découvre cette connaissance mais on pull up quand on évolue facilement. Donc Comme je dis là, je et suis puis convaincu. Ouais, vas-y. oui oui Ouais, vas-y, vas-y. non je termine pour dire que ça a un rapport capital avec le live d'hier qui disait que le Bengis rencontrait des difficultés après des années alors qu'il est perçu comme quelqu'un qui au bout d'un certain temps devrait être quelqu'un qui est riche. Mais effectivement, ces petits détails de connaissances-là peuvent venir empêcher quelqu'un qui a fait 20 ans en Europe de constituer une image de risque point banquier et qui lui donnera jamais le levier bancaire. S'il veut, par exemple, être propriétaire d'une maison, s'il veut, par exemple, être un investisseur dans le locatif, mais lui constitue un risque parce qu'il n'a que des crédits à la consommation. Et pour lui, comme il paye régulièrement, il pense qu'il est correct par manque de connaissances. Ou ceux qui sont, par exemple, chez nous, on appelle ça les découvertes. C'est-à-dire que la banque te donne une possibilité d'être à moins, peut-être moins 500 euros. Et puis, à chaque prochain mois, tu verses ça tu payes ce découvert, mais tu as tout un, tu peux aller puiser dedans. Donc, par manque de connaissances, moi, dans mes débuts en tant qu'étudiant, pour moi, j'avais un bon comportement bancaire. Mais à chaque fois que tu puises dans ton découvert, tu as un score. Chez nous, on appelle ça des points. Tu as un scoring ici, négatif, mais tu ne sais même pas. Exactement. Donc ça peut être une réponse au live d'hier, comme tu dois relancer ça pour dire que, effectivement, par manque de connaissances, on peut se retrouver freiné par rapport à ces nombres d'années qui devraient normalement justifier notre succès. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je laisse ta parole. Ok. Vas-y, Voilà. je t'écoute. Non, J'écoute ton allons-y, j'ai le microphone, temps. comme il y a un bruit, quand tu prends la parole. Ah oui, c'est vrai, pardon. Donc, en fait, ici, par exemple, nous aussi, on a ce truc de score là. Tu vois un peu, non? En fait, tous les crédits que tu as, chaque mois, il y a une compagnie, il y a des compagnies ici qui te donnent des scores et puis qui t'évaluent. Mais par exemple, comme tu as dit là, quand tu utilises ton découvert, quand tu utilises ton crédit à la consommation, nous ici on appelle ça store card. Quand tu utilises les cartes de crédit, ils ont une façon de regarder ton utilisation. Par exemple, si tu utilises plus de 50% de ce que tu as comme limite de crédit dans tous tes points, ils te donnent un certain score de risque, etc. Donc, voilà, plus ou moins un peu partout, ils ont à peu près les mêmes trucs. Ils ont à peu près les mêmes trucs. Mais ce qui est intéressant, comme je dis, lorsque tu vas décider de prendre le courage de faire cette liste-là et que tu vas te mettre à travailler là-dessus pour améliorer tes finances, naturellement, si tu es quelqu'un de curieux, tu vas naturellement développer une certaine connaissance financière que d'autres appellent éducation financière. Pour moi, éducation financière, ingénierie financière, intelligence financière, tout ça là, c'est le même sac de financière là. Tu vois, non? Donc, ça, à tous les coups, tu vas développer ça. À tous les coups, tu vas développer ça. Et puis, tu vas commencer voilà, à t'amuser. Tu vois un peu, non? Parce que parfois, les gens ont peur de faire face à ces chiffres-là. Ce matin, comme ça, j'étais là. OK? Et puis, j'ai écrit ici, par exemple, sur cette liste-là, il y a 12 lignes. Ce sont tous les. Ça, c'est par exemple toutes les actions que j'ai à la BFM. J'étais curieux de savoir toutes les actions que j'ai là. Combien j'allais avoir en dividendes basé sur les dividendes qu'ils ont payés l'année passée. Et puis, j'ai trouvé un montant. Mais ce montant que j'ai trouvé là, ça m'a permis aussi de comprendre, puisque moi, dans mon programme dans le futur, je me dis que la BFM ou mes investissements à la bourse doivent me rapporter un certain argent par an. Quand je divise par mois, ça doit représenter un certain truc. En faisant cet exercice-là, ça te permet aussi d'avoir une idée de dans quelle position tu es par rapport à ça. Par exemple, je me rends compte que quand j'ai fait la liste des actions que j'ai, en me basant sur ce qui est là, je vois que par exemple cette année, j'aurai peut-être, où c'est actuellement, je sais que j'aurai 795 000 en dividendes cette année.
alors que les dividendes vont venir vers le mois de juillet. Ok, ici, juillet, les actions là-bas ont augmenté encore. Donc ça, déjà, ça me permet de comprendre par rapport à mon objectif dans 5, 6 ans qui est fait de telle sorte que je puisse avoir entre 300 et 350 000 par mois. Ça me permet déjà de commencer à anticiper sur quelle action je dois augmenter, par exemple, pour choisir. Donc, je dis ça pourquoi? C'est-à-dire, je dis ça pour que les gens comprennent que les résultats que nous allons atteindre par rapport à certains trucs-là, ce n'est pas une fatalité. Ça va être un truc qui est bien programmé, qui est intentionnel. Mais pour que ce soit programmé intentionnel, il faut faire face à tes chiffres. Et puis, en fonction de tes chiffres que tu as par rapport à tes objectifs, tu peux mieux cadrer tes objectifs pour avoir un bon plan. Donc, les gars, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est ça. N'ayez pas peur d'affronter vos finances. N'ayez pas peur d'affronter vos réalités financières. C'est pas parce qu'actuellement tu es en déficit financier ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui est mauvais à l'argent. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui est... Non. Ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, tu n'es pas en train de peut-être mieux gérer les choses et ça doit te permettre de te remettre en question pour essayer de corriger là-bas. Mais tant que vous allez fuir vos chiffres là, tant que vous allez fuir là, c'est comme si vous courez dans le sac parce que ça va vous rattraper. Ok? Ça va vous rattraper. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Mais Momo, pour enchérir même en plus, une fois que tu as fait tes calculs des dividendes, on s'aperçoit que il y a cet effet de boule de neige là qui apparaît après par les intérêts composés. Exactement. Et du coup, à un moment donné, tu te retrouves même au-delà de tes pensées par Exactement. rapport à, à ce que ça te... Sinon, j'ai vu au passage ta petite demande de recherche Voilà, exactement. Voilà. Donc, voilà. sur Donc, les en fait, dividendes. voilà. Voilà. Donc, même en m'amusant les dividendes là. Ok, je peux décider, par exemple, quand ils vont me donner tous ces dividendes là, je peux choisir d'avoir une stratégie. Je peux me dire, bon, tous ces dividendes qui vont venir là, je peux soit les réinvestir sur un stock, puisque j'ai un objectif précis. Tu vois un peu, non? Parce qu'avec 795 000, ben, je sais que ça va être un peu plus encore, parce qu'on n'est pas encore autant de dividendes. Mais avec 795 000 ou 1 million en dividendes, tu peux t'acheter combien de CIE, par exemple? À tout moment, tu peux t'acheter presque 400 CIE. Tu peux t'acheter combien de NCA? Tu peux t'acheter quelque chose de, je ne sais pas, quelque chose de 200 à 300 NCA. C'est-à-dire, il faudrait qu'on n'ait pas peur de faire face à nos chiffres, sérieusement. Sérieusement, si tu prends cette habitude de régulièrement regarder tes chiffres, ça va t'aider à développer un truc que des gens m'ont appelé intelligence financière, mais qui en réalité n'est pas forcément une intelligence de quelqu'un d'extraordinaire. Hein. C'est une intelligence basée sur une connaissance, une information, et puis toutes choses. Tu vois, donc, mon conseil que je peux donner à chacun et à chacune de vous qui me suivez actuellement, c'est ça. N'ayez pas peur de regarder vos chiffres. Voilà. Ça vous permettra aussi de savoir si vous êtes en train de mal investir, vous êtes en train de mal gérer votre... En fait, c'est-à-dire que vous allez sortir toujours gagnant. Rappelez-vous toujours de ça. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions encore, ou bien si Séverin veut ajouter quelque chose. Non, Bobo, moi je pense que, comme tu disais là, c'est vraiment l'expérience de plusieurs carrefours de chemin que tu montres et chacun doit partir développer dans les détails parce que chaque fois tu reviens je pense qu'un jour tu reviendras peut-être sur peut-être spécialement la bourse dans le détail pour attirer les attentions parce que la femme qui s'est plainte aux États-Unis Mhm. à 50 ans, je me suis mis à sa place là au live d'hier. J'ai vu toute l'énergie qu'elle a, qu'elle déploie. Et Mhm. puis je me suis dit, mon Dieu, mon peuple périt vraiment par manque de connaissances. Non, cette femme, Et elle est en Angleterre ici. C'est elle elle. en Angleterre, tu vois. Donc je me dis, purée, tout ce temps-là, imaginons que, parce que la capitalisation même, là, l'esprit de la capitalisation, c'est ça, hein, de cacher aux gens que la réussite se trouve dans ta capacité à vite anticiper avec le temps. Et Exactement. que c'est le temps qui peut te rendre riche. Et du coup, on constate que les vraies mêmes affaires ne sont pas révélées à la vertige populaire. Soit tu tombes dessus par chance, comme je disais dans mon intervention, ou soit c'est un dévancier qui te fait Voilà. Et capter puis, la le curiosité. truc. Tu vois, non? Et en fait, Sinon, mhm, ouais, par exemple, il y a 2 jours, parce que moi j'aime beaucoup écouter les gens qui parlent d'études de faire, surtout les Américains, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même système, mais oui, plus ou moins les choses voilà, peuvent se ressembler. Je suis tombé sur un Américain qui expliquait un truc, et puis quand j'ai commencé à choisir hier comme ça, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous qui vivons en Europe ici, là,
on a une garantie. C'est qu'à la retraite, là, pour ceux qui sont légaux dans le système, à la retraite, tu auras une retraite. Mais je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe, mais en Angleterre, ici, là, c'est-à-dire que j'avais oublié que j'avais 3 pensions privées, que j'avais oublié carrément. Mais quand j'ai fini Mhm. de l'écouter, je suis retourné dans mon téléphone, j'ai retrouvé toutes ces pensions et puis j'ai commencé à les consolider. Et ces pensions-là, ce sont des pensions que tu peux toucher à partir de 55 ans. Bon, ils vont bouger à 57 ans à partir de 2028. Mais c'est des choses aussi, ce sont aussi des leviers pour nous garantir aussi pour demain. Parce qu'il y a beaucoup de Exactement. personnes qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir des pensions privées, qui peuvent toucher avant 60 ans. Tu vois, donc ce sont des choses que, je ne sais pas, la prochaine fois, je pense que je vais en parler aussi pour que les gens, si dans ton pays, ici comme ça, c'est automatique. Depuis quelques années, le gouvernement a demandé à tous les employeurs de créer une pension par rapport à lutter contre la pauvreté dans la vieillesse, de créer une Mhm. pension privée. Donc, c'est-à-dire que cette pension-là, toi, tu contribues et puis ton employeur contribue au même niveau. C'est-à-dire que si toi, tu as mis 10 livres ce mois, et aussi, ils mettent 10. Pour toi, Donc, ouais, ils voilà. rajoutent, ouais. Voilà, il y a une limite. Moi, par exemple, avec mon employeur, demander la limite, c'est quoi? Et puis je leur ai dit de me mettre à la limite là. Maximum qu'ils peuvent mettre là. Moi aussi, je donne ce Tu maximum. ajoutes le maximum Voilà. également. Donc, je me suis rendu compte que dans ces différentes pensions qui sont là, voilà, j'ai quelques vingtaines de mille là-bas. Il dit, mais attends, si tu continues à alimenter ça ici, devant là-bas, tu peux. Voilà, en fait, imagine comme ça, après un certain âge, il y a peut-être un 100, 150 qui viennent tous les mois, en plus de ton business, après, en plus de ces investissements à la bourse, en plus de tes loyers. Mais c'est-à-dire que tu vas vivre d'une façon tranquille, tu vois, non? Effectivement, Voilà, tout ça, c'est des effectivement, choses à préparer. Tu vois, non, c'est des choses, les uns et les effectivement. autres à préparer. Tu vois. Effectivement, ça même, c'est une façon même d'attirer, euh, en fait, de partir se renseigner sur les produits d'assurance, Ouais. de les lire, de les décortiquer. C'est là qu'on découvre que parmi les produits qu'on nous offre, il y a des produits qui te rendent vraiment dans le temps, qui résout beaucoup, beaucoup de problèmes, en fait. Exactement. C'est comme je disais, c'est vraiment la capitalisation dans le temps qui fait que, à un moment donné, ta discipline, comme tu expliquais, histoire de pouvoir aller gratter, ne serait-ce que 5 euros Ouais. en surplus que tu mets, et puis, à un moment donné, tu es surpris de ce que ça donne, quoi. Voilà. Tu vois, mais souvent, le problème, c'est que les gens négligent les petites. Il y a, par exemple, hier, quand je regardais, j'ai vu dans un des pots là, dans un des pots de pension là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de 23 000 et quelques là-bas. Mais les 23 000 là, c'est un pot que je n'ai même pas contribué dedans, ça fait 8 ans. Hein. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est que ça rapportait tout le temps là. Ça rapportait quelque chose de 4 000 et quelques ou 5 000 et quelques. Alors que je Hum, n'ajoutais rien là-dessus. Donc, imagine un seul instant. Sur toutes ces années-là, je mettais chaque semaine 10, 10, 10, 10. Mais tu vois où ça peut se. C'est-à-dire que ces petits montants que tu choses là, parfois le marché a des bons. C'est-à-dire, sérieusement, hein, surtout, c'est pourquoi. Enfin, je reviens sur mon post et sur ma vidéo d'hier, mon live là. Les benguites là, vous n'avez pas d'excuses si vous sortez 0-0. Sérieusement. Tout est là pour vous. C'est à vous d'aller chercher l'information, d'être discipliné et d'avoir la volonté de ne pas vouloir mourir pauvre dans la vieillesse. Si vous avez ces éléments en tête là, vous allez voir que financièrement là, vous n'aurez pas de problème. Parce que tout est là. C'est-à-dire, soyez curieux, cherchez, écoutez les gens qui parlent de finances, soyez curieux. Quand ils disent des trucs que vous ne connaissez pas, allez chercher un peu pour chercher à comprendre. Maintenant, si vous êtes paresseux, dites-vous simplement, si je suis paresseux, chaque mois, je vais prendre un argent, je vais trouver un compte d'investissement et puis je vais jeter l'argent là-bas. Tu jettes seulement là-bas et puis tu verras. Parce que, sérieusement, hein, comme Non, on a non. dit le live, on va revenir là-dessus sûrement demain. Hum. Mais pour moi, là, les benguis là, vous devez tous les benguis là, si vous êtes réglé dans le système, vous êtes à jour dans le système, vous ne devez pas finir pauvre. C'est pas possible. Même si vous n'avez pas payé maison, ou bien si vous n'avez pas, mais vous ne devez pas finir pauvre. Vous devez être dans une position à un moment donné où manger, vous arrivez à manger, vous nourrir. Et puis, au passage, même aussi, là, je voulais ajouter quelque chose pour les benguis. Parfois, tu entends les gens dire, si tu es en Europe, tu n'as pas payé maison, c'est un échec. Ça aussi, là, on va repartir là-dessus. Parce que souvent, les gens négligent certains trucs. Je prends un exemple simple. Si tu as eu la chance de payer une maison, c'est l'idéal. Mais si tu n'as pas eu la chance de payer une maison et que tu habites dans des HLM, par exemple, qui sont des trucs du gouvernement, ça là aussi, là, c'est pas un truc à négliger. Hein. Les gens négligent ça. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, moi, je te comprends. Tu peux Voilà. capitaliser sur la Voilà. Les gens différence de négligent ça. loyer, là.
Parce que c'est un coin d'abord, tu as un loyer moins cher, et puis tu as la possibilité de passer ça à tes enfants. C'est-à-dire que si toi tu n'es pas là, tes enfants peuvent continuer ton bail. Dans nos pays ici, ça se fait, c'est pas dans les autres. Mais c'est des choses que les gens doivent chercher à connaître. Est-ce que si j'ai un HLM du gouvernement et que je ne suis plus, est-ce que ma femme, mes enfants ont le droit de continuer le bail? S'ils ont ce cas-là, donc toi, tu peux utiliser ça comme un levier pour préparer autre chose. C'est-à-dire, même si tu Bon, n'as pas payé maison, mais tu peux utiliser comme un levier pour les garantir, pour les aider aussi à aller trouver quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. mais en plus de ça, Momo, les gens doivent savoir que en étant dans un appartement social, le bailleur social, il y Ouais. a cette possibilité-là, le terme m'échappe, de pouvoir se présenter comme ce qu'on appelle, tu vois, il y a la, oh purée, la location achat, mais il y a un autre nom qui fait en sorte que ton propre bailleur peut utiliser Mhm. tes loyers et dans Oui. le temps, la maison te revient. Ouais. Il y a un terme là, la location achat, un truc comme ça. Et ça fait que tu deviens propriétaire à partir de la location achat, mais ça représente des pourcentages un peu réduits. Mais ça se fait parce que les mêmes bailleurs décident parfois de vouloir revendre certains appartements aux anciens locataires. Donc, si toi, très vite, tu as pu te mettre en tête à envoyer des courriers, à faire comprendre aux différents responsables des logements sociaux et tout que toi, tu es en recherche d'appartements qui se met en vente, en location, vente. Voilà, c'est le thème. Je disais location, vente ou location achat, l'un des deux termes. Mais tu te retrouves, tu capitalises encore dessus, sachant que dans ces cas, on te demande même plus un apport. Parce qu'en fait, ils vont te demander premièrement un certain loyer. Peut-être ils vont jauger la différence et ce loyer va rester fixe pendant une certaine durée. Et ça te revient après, on te dit par exemple, sur 5 ans, il faut payer tel montant. Et quand les 5 ans arrivent, automatiquement, c'est comme si tu as constitué un apport inconsciemment. Il y a de quoi aller creuser dans ce sens. Pour terminer, je voulais dire, Mhm. on part sur le fait que quelqu'un, un aventurier qui a tous je vais coder, hein, qui a tous ses baisses, Ouais. peut automatiquement pull up s'il est discipliné. Mais moi-même, je vais plus loin. Quelqu'un qui n'a pas ses baisses, Mhm. et puis qui sort pour aller chercher des petits boulots, parce que ces personnes arrivent quand même à envoyer de l'argent au pays. Bien Si tu sûr. as la connaissance financière et que tu te positionnes, je dirais, sur la bourse, et tu te dis, bon, moi, à l'année, j'envoie 100 000. Donc, 100 000 par 10 mois, par 12 mois, ça fait quoi? Ça fait 1 200 000. 1 million de. Comment, au lieu d'envoyer tout le temps de l'argent qui n'est pas, parce qu'il est le nécessaire avant l'agréable, tu sondes le nécessaire parce qu'ils vont pas mourir. Ouais. Et le surplus, là, tu investis ça sur une action de rente Mhm. pour avoir des dividendes. Ouais. Mais à un moment donné, avec l'effet de boule de neige, là, pendant tout ton temps où tu n'as pas le baisse, là, ça peut te permettre d'atteindre certains dividendes qui va les payer là-bas. Et ce même capital que tu as pris pour vouloir donner tout le temps, là, au moins, il reste comme fonds de commerce là-bas en tant Exactement. qu'action. Et puis, automatiquement, tu es un vaillant. Ça Ouais. va te développer des connaissances. Et puis, à un moment donné, le moment où tu trouves tes baisses, tu n'es plus en retard. Mais les gens trouvent qu'ils perdent le temps. Après, ils n'ont pas le baisse. Ils ont tout donné. Et puis après, on dit, tu m'as même pas donné 5 francs hier. Tu es venu, tu n'as rien fait. Voilà. Mais en fait, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Et après, quand j'ai calculé par rapport aux actions que j'ai actuellement, et puis je vois que cette année, si je ne fais rien, et puis mes actions restent au niveau là, je dois avoir 795 500 en dividende. Mais si tu divises par 12, ça fait 66 000. Donc ça Mais veut tu dire peux, que, ça dit que cet argent-là, tu peux donner 66 000 à quelqu'un à qui tu amènes l'argent chaque mois. Là. Quelqu'un va te donner du coup, tu peux retirer. Et puis mais toute même l'année, aux 65 000, tu n'es pas l'autre. Tu es des 66 000, tu payes, voilà, tu es proche du SMIC. voilà, tu vois un peu, non? Donc déjà, regarde, les gens n'ont qu'à se voir. Maintenant, moi, je suis allé un peu plus loin même. J'ai dit aux gens, même si tu dois venir sur le bang, toi qui m'écoutes actuellement, hein, qui est en train de préparer ton voyage sur le bang, puisque quand tu vas arriver là, tu vas passer dans la période sans baisse avant des choses, avant de quitter le pays là. Même si tu ne peux pas ouvrir un compte en bourse, ouvre-toi un compte bancaire au moins. Maintenant, quand tu Ah viens oui, ici là, il faut te dire, à chaque fois que j'amène l'argent à ma famille là, moi aussi je m'amène l'argent dans mon compte là. Parce que à tous les coups, tu vas gagner parce que le jour que tu auras ton baisse là, tu as déjà une base qui est là-bas. tout à fait. Voilà. Moi personnellement, j'ai vécu ça. Quand moi, je suis venu ici en 2001, 2002, je suis allé à Abidjan sans papo.
Mais tout mon argent que j'ai gagné dans cette période-là, tout était sur mon compte. C'est ce qui a fait qu'un jour à l'Abidjan, il y a eu Visa pour revenir encore. Parce que j'ai étudié mon compte bancaire, mes autres dossiers, il a pris Visa et je suis revenu encore. Donc, c'est pas un truc. Parfois, quand je donne conseil aux gens, les gens pensent que je parle comme ça pour jeûner. Souvent, c'est des choses que j'ai vécues et puis je leur. Tu vois, non? Non, mais Momo, quand un grand frère te Ça. dit, il a 23 ans de mariage, il a une vie à peu près stable, et puis il arrive à aller chercher dans la petitesse toujours pour nourrir ces échelons de gravir. Toi-même, inconsciemment, tu dois Ouais, comprendre qu'il y a quelque chose à apprendre. Momo, la vérité, c'est le manque d'informations dès le départ ouais, dans ce pays. Tu manques d'informations, tu perds ton temps. ouais, Parce que même les locaux, moi j'ai constaté que même parfois des locaux ici n'ont pas d'éducation financière. ouais. Et puis ils sont nés, hein, ils avaient toute la cuillère, c'est-à-dire ils sont nés modestes et puis ils n'ont pas connu le système. Au point même d'écraser le système. Et puis à côté d'eux, ils voient ceux qui sont quittés de part de divers horizons, qui ont la culture, et puis ils pensent qu'ils sont dans... Quand nous, je dis pas nous, quand la majorité, quand on prend par exemple un Africain qui a toute cette éducation financière qui est stable, il fait l'objet il est jalousé. Oui. Il est dénoncé parfois même sous prétexte comme il est dénoncé au fisc et tout, alors que le mec est correct, on a l'impression que il développe des choses en bas. Alors qu'il a découvert ce qu'ils n'ont pas eux découvert. Voilà, exactement. Mais je pense que si parfois c'est dû au fait que les gens sont un peu paresseux. Ils n'ont qu'à m'excuser du mot si c'est fort. Mais il y a cette paresse-là aussi. Ou lorsque quelqu'un te donne une piste, mais tu veux que. Bon, moi personnellement, je vis ça tout le temps, hein. Quelqu'un va me. Un exemple, tu vas expliquer comment on crée un business. Et puis quelqu'un va te dire, non, il faut me donner 3 idées de business. Je dis, mais je t'ai expliqué le concept, le principe. Pourquoi tu ne prends pas le principe là et puis essayer de voir comment tu peux maintenant créer quelque chose? Donc, souvent, il y a la paresse. Tu vois, vraiment, Eh oui, je pense que j'avoue, les gens doivent j'avoue. être curieux. Si tu entends un truc et que tu penses que tu veux quelque chose, sois curieux. Aujourd'hui, là, tu as tout à ta disposition pour être curieux. Tu as entendu un truc, tu tapes Exactement. dans Google, ça va te donner un peu d'informations. Tu vas sur YouTube, tu vas voir quelqu'un qui en parle. Tu vas voir plusieurs personnes qui en parlent et puis tu vas pouvoir avoir une synthèse et puis essayer d'avoir une idée. Puis à partir de là, maintenant, orienter tes recherches et puis bouger. C'est pour ça que j'ai aimé l'intervention d'un intervenant d'hier qui a dit que si à la base tu es paresseux, tu es paresseux au pays, il n'a pas su positionner sa pensée, je pense, hein, parce qu'à un moment donné, tu l'as contredit avec le fait que tu as connu quelqu'un qui était Ouais. paresseux au pays et ici il a pull up. En fait, je pense que il y a un mindset en fait. Soit tu viens avec ça au pays, ça te propulse 2 fois plus, tu gagnes beaucoup plus en temps, ou soit tu quittes au pays, tu viens et tu es en de bonnes mains. Il te balance toutes les infos de A à Z comme tu fais. Il a la lumière devant lui et puis lui-même il te voit. Tu es un exemple de modèle. Il te met la lumière, c'est lui qui t'a fait venir. Automatiquement, tu es transformé parce que ceux qui t'ont connu hier te voyaient bizarre, mais tu as été sage à prendre des conseils et puis tu t'es transformé. Sinon, il y a le cas où tu es paresseux au pays, tu viens ici, ça sera pareil. Et le froid va te bloquer. Comme tu as dit, aller taper sur Google, se lever à 5 heures du matin pour faire tes recherches. Si tu peux pas le faire, c'est pas la peine. Si tu peux pas te lever pour aller au garage, ouvrir le garage, mettre les produits, organiser et puis vendre, tirer les chaussures, tu peux. Ah, c'est ça la vérité, hein? Ben non, mais c'est la vérité. Il y a un sacrifice à payer. Non, il Il y y a un a tout un sacrifice truc. à payer. Moi-même, je ne suis même pas encore au garage, mais tout à l'heure, je suis au garage à une heure bien précise. Avant d'aller chez mon fils, je dois aller au garage paqueter mes commandes, photographier un peu des produits. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer. Mais souvent, les gens, bon, anyway, c'est ils vont comprendre. Mais Momo, moi, je vais dire quelque chose pour terminer tout à Ouais. l'heure. Mhm. J'ai insisté pendant quelques jours pour Mhm. avoir ton YouTube. Ouais. Mais quand j'ai eu ton YouTube, je suis passé à l'action. Ok. Mais en si peu de temps, Mhm. j'ai scrollé. Tout ce que j'ai scrollé, j'ai liké. Ah, ok, cool. Je t'avoue que Mhm. c'est une mine d'or, tu vois. Je Et je sais. vais demander aux 10 personnes qui sont connectées, là, allez-y sur le YouTube de Momo, Mhm. vous vous abonnez, c'est aucune publicité, hein, et vous scrollez tout ce contenu. Vous allez voir que c'est encore même 2 fois plus bénéfique que les lives. C'est profond. C'est profond. Vraiment, Merci. vraiment, je vous incite. Allez-y. Il ne fait pas de publicité, mais moi, je sais pas. Ici, depuis près de 2 à 3 semaines, Mhm. j'insiste, mais en fait, c'est le S
en majuscule que tu as mis en richesse qui faisait que je Ok. tombais pas dessus. Ok. Tu vois, Ouais. je mettais tout sauf rajouter le S. Ok. Et Moi, ben je n'ai toi, même en pas fait, remarqué ça. Hein. à la fin, tu as un S. Création de richesse et il y a un S à la fin. Ok, ok, ok. Là, je Et je vois. te trouvais pas, tu vois. Voilà, Mais c'est S là. Hein. exactement, voilà. Donc, mais tu vois, c'est pour dire que tu reçois une information, Mhm, tu vas l'appliquer, mhm. tu reçois une idée de business, tu l'écris, tu essayes de l'essayer. Parce que c'est dans, tout se résume dans l'action. Ouais. Parce que parfois tu viens, tu prends les informations de Momo. Il y a un autre, il y a un autre contenu et tu vas sur un autre, on va dire un mentor qui te développe un autre encore. Tu vas dessus, tu vas. Au final, tu fais que écouter mais sans action et le temps passe. Donc moi, c'est ce que je peux dire quoi. Merci beaucoup. Faut capitaliser. Tu avais parlé de la bourse. Je vais vous informer aussi que bientôt, j'ai parlé avec, avec le coach Brice même, où je lui ai dit Oui, qu'il y a oui. des gens qui sont intéressés par l'étude des choses. Donc, il m'a dit qu'il allait me faire signe. Il va me trouver quelqu'un dans son école là-bas. Et je vais faire un live spécialement sur la bourse où on aurait un expert de l'école qui est là. Et puis, les gens qui seront intéressés vont pouvoir en même temps soit s'inscrire ou bien un truc comme ça. Donc, Mais on verra un peu quoi. en fait, c'est magnifique. Tu vois, moi, je sais que le code Brice avait ouvert cette lucarne en disant que pour ceux, comme une sorte de parrainage, pour ceux qui Ouais. ramenaient des gens, c'était un peu comme même un chasseur ou, comment dire, un apporteur Un d'affaires, tu apporteur vois. d'affaires. Ouais. C'est-à-dire que en fonction de ceux qui viennent, Mhm. il y a de la place. Moi, Ouais. ce truc-là, je suis monté sur le live d'une dame Mhm. euh, qui parle de ça et puis qui met en relation. Je sais pas si c'est Coach Brice ou c'est pas Coach Brice, mais elle parle de ça. Et elle est encore au stade vraiment constant, quoi. Je sens que il y a la base, mais automatiquement, elle te rapproche, elle te parle, elle te fait comprendre ce que ça peut lui apporter. Et puis, quand tu es intéressé, elle te met en contact. Et dessus, elle a certainement des commissions. Des Moi, je commissions. pense que c'est, mais moi, le fait de connaître cette dame m'a Mhm. freiné. Parce que les bases qu'on a là, il suffit que tu développes. Tu as Mhm. deux, trois personnes chaque fois. Au final, même, ça te paye les souscriptions à l'année de Code Brick. Donc, si tu Voilà. fais ça, je pense que ça va exploser. Hein. Exactement. Donc, tu Même vois, toi-même, ne serait-ce que voilà. toi. Voilà. Parce que les gens demandent beaucoup ça. Tu vois, un peu, non. Et Ah, puis, mais Momo, les gens, moi, je dis, la bourse, c'est comme je dis, c'est quelque chose de sûr, vrai. Et comme c'est sûr et c'est vrai, ça reste caché. ouais. Parfois, même les gens n'en parlent même pas dans leur propre famille, ou soit quand ils en parlent, les gens n'ont pas la compréhension de la chose. Et parce qu'ils se font pas former, donc ils ignorent la chose. Donc, quand tu arrives ici, tu développes, et quand tu viens montrer, ne serait-ce que tes chiffres Mhm. qui parlent d'eux-mêmes, ah Ouais. ben, chaque jour que Dieu fait, ça sera un truc. Moi, en fait, c'est quelque chose que comme on fait des choses par priorité, mais c'est quelque chose qui est. Moi, je vois ça comme un don quand tu viens en parler. Quoi. Exactement. Les gars, si, on espère que voilà, Donc, fais-le. Moi, je pense que parce qu'il y a il y a une dame qui fait peut-être en privé, je t'emmènerai le nom. Elle est ok. constamment dessus, elle fait ça et puis un autre produit qu'on appelle l'affiliation de digital, un truc comme ça. Ok. Voilà. Voilà, Voilà. voilà, si on avait quand il parlait à coach, tu m'avais dit qu'on allait en reparler, mais c'est moi, mais pas encore relancé d'abord. Mais je vais trouver un temps et puis préparer les gens. Là, il y aura beaucoup de personnes au moins. Ils Ah pourront poser oui. leurs questions. Et puis ceux qui sont intéressés ils vont faire la ici. Maintenant, mais donc, commission, après ça, fantastique. Mais le plus important, les gens n'ont qu'à commencer à Toi, connaître ce que ça existe. exactement, Voilà, donc, exactement, exactement. d'accord. Voilà. Non, mais c'est magnifique. Vraiment, tes vidéos sont top D'accord, sur le voilà. YouTube. Il n'y a rien à dire. Merci Il y a beaucoup. même, Merci. il y a même cette musique où tu étais avec ses enfants, hein, qui Ah, ressortait, mais ça retranscrit tellement. J'ai dit, mais, où il allait, où il allait, je peux pas, ce lyrique-là, c'est un simple lyrique, hein, mais la musique vient dire que ce que toi, tu n'as pas eu, ouais. Ah, ouais, tu ouais, j'ai vas vu leur ça. Ok, ça, permettre, les tu vois enfants. ce truc, voilà, y a rien à, quand tu es dans un mindset comme ça, tu as attiré vers certaines, c'est pour ça, moi, dans les lives, si tu veux, parfois, je suis là, j'écoute dans certaines, et puis parfois, tu veux, c'est comme quelque chose qui te pousse, monte, tu vas venir dire le peu, parce que ça peut transformer les vies, quoi. Voilà. Non, moi, je suis le genre de personne, quand je découvre un petit truc là, il faut que tout le monde connaisse. C'est-à-dire, Eh ben, voilà, c'est mais comme, je suis naturellement Momo, comme ça. moi, Je suis bon, naturellement, après, voilà. je suis ton, voilà, je suis ton jeune frère, mais quand je fais le bilan Mhm, de tous ceux qui sont comme ça, mhm. je constate que il y a toujours des personnes dont on ne connaît pas qui viennent nous parler d'une activité pareillement.
Mhm. C'est-à-dire, moi, quand je rencontre toutes les connaissances que j'ai découvertes, c'est pour ça que je parle de la femme de la dame qui était venue hier, je parle d'une question de chance parfois, ou soit pour d'autres qu'on a bloqué les chances, comme elle a dit, elle sait pas si on l'a attaché. Mais sinon, en vrai, Ouais, quand tu boues à l'intérieur de toi, de vouloir partager tout le temps, il y a toujours des surprises qui viennent, tu tombes sur un live, il y a quelqu'un qui te croise dans la vie, il te parle d'un business, et puis tu dis, tiens, et puis ce business, quand tu rentres dedans, ça te réussit exactement. à un point. Donc vraiment, continue à... Ben, tu sais, mon mot pour terminer, Ouais. nous qui sommes comme ça, parce que moi je pense que j'ai ce truc-là, on Mhm. rencontre beaucoup de difficultés avec des personnes qui parfois nous déçoivent et on veut changer. Et tu te dis, non, si je change, j'éteins cette flamme qui fait que je manque toujours de rien. Donc vraiment, ça m'étonne pas ce que tu dis au stade où Voilà, tu es. sinon, ce truc-là, ça paye. Moi, il me rappelle la force de parler. Moi, dans l'aéroport, ça, je ne vais jamais oublier ça. Dans l'aéroport, quelqu'un à côté de moi comme ça. On est en train de Mhm, parler. Aujourd'hui, où on parle là, cette personne-là, il est mis en relation avec mon beau qui s'occupe de mes biens, les trucs là, immobiliers. Ce beau-là, mhm. lui, il gère une villa pour elle dans la chose. Cocody, dans le coin des ambassades. C'est pas vrai. Dans l'aéroport à Casablanca, on parle comme ça. Et puis elle dit, mais attends, elle prend mon contact. Cette femme, elle est en Suisse. Aujourd'hui, les gars travaillent. Moi-même, elle et moi, on ne se parle plus. Hein. Mais elle Mais est lui, mon. déjà, Bon, et puis les ça a gars, apporté une voilà. bénédiction Ouais, derrière. non, donc, parfois, en fait, ça paye toujours d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui C'est vont. l'intérieur, c'est de l'intérieur du cœur que Voilà, viennent ça les dépend. sources de la vie, l'abondance, tout ça. Franchement, t'as tout dit. T'as tout dit. Donc, voilà. Donc, Ok, partagez, soyez ben, généreux. Soyez généreux. Hein. non, mais, et même ça, tu as parlé de ça aussi, là-bas. La générosité égale à quelque chose. J'ai pas lu, mais c'est un de tes titres sur le YouTube. Exactement. Allez-y, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez servi. Il n'y a pas de problème. Voilà. OK. Allez, ben, merci Donc, les beaucoup, gars, on se Momo, et tient. puis, Ouais, à il est temps bientôt. d'aller se laver et puis aller travailler un peu. Et puis, voilà, aller chez mon fils à l'école encore. On se tient. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Hein. On est ensemble. Bye bye. Je t'en prie. Bye.